Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième canne. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans ton podcast. Enfin, presque. Oui, parce que ça y est, je vous propose un nouvel hors-série qui va être la version express de High Kick dans ton podcast. En termes de typo, on n'a pas encore trop réfléchi, mais on va faire ressortir bien le truc express. Alors l'idée, c'est quoi et pourquoi ce concept ? Je vais faire un petit peu de contexte. Mon invité va un petit peu patienter, mais vous inquiétez pas, je vais bientôt le présenter. C'est venu d'une discussion avec Jazz. On s'est dit, il y a quand même pas mal de films d'acteurs qui sont cool, mais qu'il n'y a pas de quoi en faire un épisode pendant 1 heure à revenir sur la prod, les acteurs, machin, etc., reparler de l'art martial du mec. Il y a certains acteurs qui ont 40, 50 films, ça va être compliqué d'un jour de tout traiter. Mais par contre, on les a vus et on a quand même envie de vous donner notre avis. Il y a aussi un petit subterfuge qui est que on a aussi, moi j'ai mon planning, comme vous le savez, j'en parle assez souvent, j'ai un nouveau boulot qui fait que je vais découcher un petit peu moins, donc on n'arrivera pas toujours à se synchroniser avec Jazz. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir aussi une certaine liberté de notre côté pour enregistrer soit tout seul, soit avec des invités, ou soit éventuellement tous les deux si on arrive à se mettre d'accord sur des films qu'on peut parler ensemble. On a déjà prévu tous les deux un épisode avec 3 films, parce qu'on va toujours garder cette règle de 3 films par épisode. Et là, aujourd'hui, pour lancer cet épisode-là, il m'a invité gentiment dans son podcast récemment. Donc, du pitch était presque parfait. Je reçois Xad. Salut Xad, comment ça va ? Ça va bien. Ça va Ouais. bien. En fait, on peut le dire. Oui. On vient de terminer l'enregistrement de l'autre, et là, on enchaîne. C'est tout. Oui, on peut faire un peu de off pour les auditeurs, Voilà, effectivement. c'est On juste, vient de tu vois, raccrocher. on était là, on s'est bloqué un créneau, on s'est dit, tiens, moi, je t'ai demandé de venir faire un bonus chez nous sur le dernier pub avant la fin du monde pour parler des chorégraphies de combat. Et puis après, Yes. on a discuté de films. J'ai dit, ouais, je suis en train de regarder ça en ce moment, on enregistre un autre truc la semaine prochaine, etc. Et tu me dis, mais attends, mais on pourrait faire un truc ensemble. Et puis on s'est dit, go, voilà. Donc, Allez, j'ai regardé go. des films en express, revu des films en express pour pouvoir parler en express de certains films. Et ouais, on a du temps de dispo quand moi je suis à l'hôtel, toi t'es en solo, donc on se dit allez vas-y, Exactement. faisons du podcast. Allons. Oui, une semaine sans les enfants et sans ma femme. Et pendant 1 semaine, je fais du podcast tous les soirs, quoi. Ouais, non, Les c'est clair, vacances, c'est comme on les une appelle. drogue. On Ouais, est c'est vraiment clair. des tarés, en fait. C'est de la bonne drogue, Ouais. mais j'assume, c'est cool. Donc, merci pour cette invitation. Avec grand Après, plaisir. moi, l'invitation, je reviens chez vous en plus, donc c'est vraiment très cool. Merci. Ouais, beaucoup. on va le rappeler, t'es venu dans Haki dans tes films préférés, t'es venu présenter 3 films. Tu te souviens de tes 3 films d'ailleurs ? Oui, la 36e chambre de Shaolin, on a parlé d'Histoire de fantômes chinois et on Oui. a parlé du Pacte des loups. Exactement. Pacte des loups, il faudra qu'un jour on arrive à faire, parce que c'est un chouette film. Donc, Christophe, on aurait besoin que tu viennes Christophe, dans ton podcast, tu s'il te veux plaît. venir parler Si du tu veux Pacte des bien loups, s'il te venir. plaît ? Voilà. Sait-on jamais, tu sais, sur un malentendu, ça peut marcher. Cascos, tu vois, il y en a d'autres qu'on peut ouais. interroger, tu vois. Alors, tu sais que Un c'est Cascos, le problème, c'est que tu peux pas faire que ça, en fait. le truc qu'il y a, c'est que, en fait, c'est un doux rêve un jour d'avoir des acteurs US, mais il faut que je monte le game en anglais, quoi. Et Ouais, c'est clair. je suis pas encore très fluent et je suis pas encore hyper serein dans le fait de parler anglais. Peut-être qu'on peut contacter Samuel Le Bihan. Ça Ouais. marche. Voilà. Ça peut fonctionner quand même, quoi. Mais il a fait des arts martiaux, Samuel Le Bihan ? Si, dans le Pacte des loups, il fait la bagarre. C'est lui qui fait vraiment la bagarre ? Ah, je sais pas, il fait la bagarre. En tout cas, Bref. quand tu regardes le film, c'est lui qui fait la bagarre. Oui, c'est clair. Est-ce que, tiens, pendant qu'on en est là, est-ce que tu peux rappeler ton émission, d'où tu viens, voilà, qu'est-ce que tu fais dans le monde du podcast ? Tu sévis un peu, apparemment. Exactement, je sais bien. Donc le pitch était presque parfait. C'est un podcast qui, donc en fonction de la diffusion de 7 épisodes, sera sans doute à la fin de sa 5e année. Ça aura 5 ans. Pardon. Bravo. Ouais, merci. On a donc, je sais pas, entre 480 et 500 épisodes en ce moment qui tournent parce qu'on a fait des rediffs, des machins, des trucs. Hein. Chez nous, il y a plein de formats différents. Donc en fait, on a une enveloppe générale qui est le pitch était presque parfait. À l'intérieur, des formats qui sont des formats autour de tout ce qui va être reboot, remake et série de films, qui s'appelle précédemment sur vos écrans. Il y a un truc qui s'appelle du cinéma au top, où on prend une chanson et on parle d'un film qui a rendu cette chanson très célèbre. À l'origine, on a commencé par les James Bond avec un programme qui s'appelait Qu'est-ce que c'est Bond ?
Et on a lancé plus récemment T'es chaud ou pas sur les séries, qui est présenté par quelqu'un d'autre que les membres de l'équipe originelle. Donc c'est Quentin qui s'occupe de ça. Et Quentin, je le retrouve aussi au Ciné du Commerce, qui est un mensuel où on parle de ciné avec un gros dossier. Et puis après, on parle de l'actu, quoi. Voilà. Ouais, on peut dire que t'es des collections, des machins. Ouais, c'est ça, en fait. On peut dire que t'es un podcast avec plusieurs thématiques à l'intérieur, plusieurs petits podcasts à l'intérieur. Et tu sais, ça me fait penser à un truc, là, j'y pense en discutant avec toi et en connaissant ton concept maintenant. Le podcast est quand même vachement... Le modèle podcast, hein, tu vois, la structure podcastique en elle-même est quand même vachement à la ramasse par rapport à YouTube. Parce que je trouve, qu'est-ce qui manque au podcast? C'est d'avoir des playlists à l'intérieur d'un flux RSS où on peut aller piocher et retrouver les épisodes d'une même collection. Je te dis ça pourquoi? Parce on que les a sur Ocha. Tu les as sur Ocha, mais tu ne les retrouves pas sur les applications de podcast. Exactement. Et moi, j'ai fait la même chose avec mes podcasts aussi. Quand on les diffuse, notamment qu'on les passe, tu sais, en stories et qu'on les met en lien, etc., on voit que c'est pas réactif parce qu'en fait, tu arrives sur l'interface de Ocha. Eh oui. Et les gens, en fait, ils ont l'habitude d'écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast et tout ça. Et en fait, ils ont l'habitude. Donc, en gros, ils vont pas changer de support juste pour suivre ta playlist. Ben oui. Donc, ça nous permet de rappeler que ça existe. On l'a. Il y a tous nos épisodes, évidemment, sur les plateformes. Et en plus, on a fait donc les playlists musicales. Chaque fois qu'on parle d'un film, on met dans la playlist de la collection de ce film, donc typiquement du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, 2 morceaux de musique attachés au film. Et donc, on a une playlist, en fait. Maintenant, on commence à avoir des centaines de titres, les uns derrière les autres, de musique du film aussi. Ah ouais. Pour avoir une sorte de nouvelle expérience autour du cinéma. Ouais, mais c'est là-dessus où toi, je voulais t'emmener un peu parce que souvent, c'est vrai que des fois, tu t'aimes bien un type de format dans le podcast et c'est pas toujours évident de toujours devoir aller récupérer les choses et c'est là-dessus où je pense que il devrait progresser. Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est facile de nous suivre. Il y a quasiment un épisode par jour. c'est pas toujours évident. J'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. C'est compliqué de tout suivre. Voilà, dans les derniers que j'ai écoutés, parce que je sais pas encore quand je vais sortir cet épisode-là, mais clairement, moi j'ai beaucoup aimé le diptyque Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Vous avez fait les 3? En fait, on a fait un épisode sur les Y a-t-il un flic parce qu'il y a le nouveau qui arrive là. Oui, voilà. Donc, on a parlé de la trilogie, mais en même temps, pour pouvoir parler de la trilogie, ça faisait longtemps qu'on voulait en parler, donc on a parlé des As. Oui. Donc on parle de Y a-t-il un pilote, on parle de Hamburger Film Sandwich, on parle de Police Squad, qui est l'origine en fait de Y a-t-il. Oui, que je connaissais pas, j'ai découvert avec vous, pour le coup. Donc, mais non, mais c'est chouette. Et puis cool. moi, si t'as l'occasion, honnêtement, ça se regarde encore à peu près. Ouais, non, mais je regardais parce que je suis très fan de cet humour-là, parce que moi, je suis un grand fan des Hot Shots. Évidemment. Et voilà. Un des frères Zucker, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est David, je crois. C'est David, il me semble. Ouais. À moins que ce soit... à moins que ce soit Jim. Non, c'est Abrams, je crois, qui a fait les Hot Shots. Je suis vraiment là. Sans filet. Sans filet. Mais bref, je vérifie même pas. D'habitude, je serais en train de vérifier, mais là, je vérifie pas. Non, mais là, on est chill. Les auditeurs iront regarder et puis c'est pas très grave. De toute façon, on est là pour parler baston, on est là pour parler bagarre. Ok. C'est ça qu'on fait chez vous, non? Mais on parle bagarre, mais avec classe. Avec classe, ouais. Et on va parler du Most Complete Fighter in the World. Si tu les écoutes en VO, c'est des phrases cultes. Tu sais, le mec qui est bien sapé, tu vois, il est brit. Il est brit. Bah ouais, il a le petit truc britannique, tu vois, même si oui. On le fait passer pour un Américain globalement très souvent. Ou un Russe. C'est quand même un Britannique, quoi. Donc il a un peu ce truc quand même. Avec un accent très british pour le coup, mais qui arrive à moduler son accent. Et bon, vous l'avez bien compris, on va vous parler de Scott Adkins, parce qu'on ne parle jamais assez de Scott Adkins. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut savoir aussi que le petit Jazz, il aime bien Scott Adkins, mais il n'est pas complétiste comme moi. Il y a pas mal de films que j'ai vus, que lui va pas forcément regarder, et donc on s'est dit avec Zad, écoute, tiens, est-ce qu'on ferait pas une thématique autour de Scott Adkins avec 3 films? Le hasard fait que, c'est vrai que c'est le pur hasard en plus, c'est qu'on s'est retrouvé à parler du même réalisateur pour les 3 films, donc pour le coup, ça, c'est plutôt cohérent. Et puis Jazz, derrière lui, il fera peut-être son format sur les PM, sur Don Wilson, voilà. Bon, je vais le laisser aller se faire plaisir là-dessus. Voilà, un épisode finalement un épisode où tu aurais pu être très énervé comme récemment. Oui. Tu nous as fait une petite sortie il y a pas longtemps, on a cru que tu allais partir pour de vrai. Et finalement, il y a un peu d'acting, je dois avouer. Ouais. J'y croyais. J'y croyais. Il a claqué la porte. Est-ce que je plaquerais pas tout pour me lancer dans le cinéma? Mais en tout cas, on sentait une espèce de ressentiment quand même.
Non, mais est-ce que tu l'as vu le film? Non, bah non, évidemment. Ah, regarde-le. Je vais pas le faire. Non, C'est bah, je vais atroce. pas faire ça. Voyez. Ah si. Vu comment t'as été traumate, en fait, j'ai vécu ton trauma par l'épisode. Ah Donc, non, je vais mais pas faire c'est ça. clair. Et on a un auditeur que je salue qui est Rétro Ludo. Il a envoyé un DM à Jazz, tout fier de lui, en disant hey, regarde, il y a une version Blu-ray unrated de ce film. J'ai dit non, je ne peux pas. Une version de 4 heures. Elle a été faite par Zack Snyder. Apparemment, il y a les scènes coupées. Il y a un film coupé à l'intérieur. Mon Dieu, c'est Et infernal. ça se trouve, c'est ça. En fait, t'es désagréable aussi. Ça se trouve, il y a eu un montage compliqué. C'est possible. Regarde, nous, quand on a parlé de Mission Impossible 2, on sait qu'il y a 1h30 de film qui a été coupé. Ah oui, oui. Voilà. Donc, en fait, dans le film de John Woo, il y a peut-être un bon film. À un C'est moment. possible. Voilà. Mais j'ai envie de dire, il y a On le a même eu délire d'autres. étonnamment avec Chasse à l'homme aussi. Hein. Ah oui. Il y a le même problème. Hein. C'est toujours John Woo, c'est pas juste en fait. Ouais, c'est toujours lui sur lui que ça tombe. Mais par Ouais, contre, a d'ailleurs. priori, il n'y a pas d'histoire de montage dans son remake de The Killer. Ouais, non, mais je crois qu'il n'y avait pas vraiment de film non plus. Il n'y a pas vraiment de film non plus. Je l'ai pas vu, je vais pas cracher dans la soupe, mais Non, moi non plus, puis j'ai pas envie de le voir. Parce que je pense que personne l'a vu en fait, c'est ça le problème d'ailleurs. actuellement, j'ai toujours pas vu l'original, il faut que je le lance un jour. Donc c'est parti de ces marottes qu'il faut que je lance. T'as de la chance. Ouais. En Moi, fait, j'ai déjà t'as de la découvert, chance. j'ai découvert du Ringolam, des gros Ringolam de Mais l'époque. Alors C'est après, génial. t'as de la chance et en même temps, ça a une pression, forcément, parce que tout le monde te dit ouais, c'est trop bien et machin, et donc t'as peut-être une pression de te dire mais je comprends pas. En plus, Ouais. il faut le voir de manière rétro, c'est-à-dire c'est compliqué de découvrir des films cultes. Ben, ça vieillit bien. de manière- Oui, mais pas À toujours. toute épreuve, vieillit très très bien. Ah ouais, tout est preuve. Mais après c'est du cinéma de Hong Kong de l'époque, donc t'as des côtés un peu kitsch déjà à l'époque. Oui, mais je suis Pour nous. habitué maintenant. Donc ça Voilà, va. maintenant tu connais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois découvrir des films comme ça, tu regardes, le rythme c'est plus celui d'aujourd'hui. Tu vois, les scènes d'action, finalement, il y a tellement de gens qui ont pompé le film que tu vois, tu peux te retrouver devant un truc où tu te dis mais ah mince. Ouais, après, Ça a pas j'arrive le à niveau. prendre suffisamment de recul pour me dire, ok, c'est là qu'ils ont été inspirés le truc. Mais pour nous, tu vois, c'est les débuts. Alors c'est pas le début vraiment, mais c'est les débuts de ce genre de cinéma qu'on se passait sous le manteau. moi, C'est-à-dire j'ai que pas t'avais connu. toujours un grand frère, un copain, un machin qui avait la cassette pas moi. vidéo. Donc quand t'étais à la récré, il y en avait toujours un qui disait au fait, un super film machin, tiens, je te ramène la cassette la semaine prochaine. Et tu te récupérais des cassettes vidéo et t'étais comme un dingo. Tu regardais ce truc et en fait t'étais 4 dans la cour de récréation à l'avoir vu. Ouais. Et t'avais un truc qui était assez fandard. Quelle Mais bon, chance. on va pas faire Quelle les chance. vieux rétros, tu sais, les Ouais, boomers. on fera une émission un jour de toute façon sur ça. Je pense qu'on Les boomers arrivera du Kung Fu. à parler de ces films-là. Alors, donc, on a décidé de parler de trois Scott Adkins sur cette émission, qui ont pour point commun, Scott Adkins, vous l'avez compris, Évidemment. mais aussi un certain James Nunn, réalisateur de ces 3 films. Et je te propose, sans attendre, sans plus tarder, voilà, qu'on passe au premier. Et tu vas avoir la lourde tâche, parce qu'évidemment, vous êtes monsieur le pitch était presque parfait. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on demande au monsieur pitch est presque parfait? C'est de faire le pitch. Mais Voilà. normalement, je fais faire ça à Mystery. Non, mais là, ça c'est le toi qui vas principe. le faire. Mais Il n'y a moi, pas le c'est moi choix. qui vais le faire. Tu vas Y a t'y pas de coller. problème. Donc, on va se lancer avec le premier film. Je lance la bande-annonce d'un certain Eliminators, sorti en 2016. Bande-annonce. Voilà, ma princesse. Bonne nuit. Carly, la coque! Où est-ce qu'elle est, la coque? Écoutez-moi, les gars, vous devez vous tromper d'adresse. Non, mec, on se trompe pas du tout. Non, faites pas ça, non. Je suis désolé, mec. Je vous laisse la regarder. Et tout le voisinage est en état de choc. Martin Parker, propriétaire et père de famille, a décidé de faire sa propre loi. Où est-il? Ma photo passe sur toutes les chaînes. Mais où est-ce que t'es? Et je suis menotté à un putain de lit. Il faut que tu me sortes de là tout de suite. Oui, c'est très important. Tom s'est échappé de l'hôpital. Ils ne savent pas où il est. Et Carly? Transféré dans un endroit plus sécurisé. N'aie pas peur. Je m'appelle Charles. Monsieur Bishop, c'est Charles Cooper. Martin Parker. Son vrai nom, c'est Mackenzie. C'est un ancien agent fédéral. Délai imposé. Immédiat. C'est double tarif dans ce cas-là. J'ai besoin de voir une petite fille qui a été amenée ici. Qui c'est? Bishop. D'après son dossier, il agit en solitaire. Thomas? Tu sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Ça va? Ouais, on peut y aller. Mais tu dois savoir pourquoi je suis là. Tu sais, Monsieur Cooper m'a offert un joli paquet de billets pour que je te livre chez lui, dans un cercueil.
Où sont les flingues dans la chambre? Salut Thomas. Une fois que je t'aurai tué, devine un peu qui je vais aller chercher. Je dois protéger Carly. Tu crois que tout va s'arranger? Papa, t'as plein de sang sur la figure. C'est rien du tout, chérie. Allez, mon petit Xad, je t'écoute. De quoi parle Eliminators? C'est l'histoire d'un monsieur qui se fait attaquer dans sa maison. C'est un gardien. En fait, ce qui m'étonnait, le film commence, il a une très grande baraque. Et tu te dis, mais attends, il est gardien de parking et une baraque comme ça. Bon, il s'avère que il y a des cambrioleurs qui viennent chez lui, c'est une erreur. Mais ils s'en prennent à sa fille, ils menacent sa fille pour de la drogue. Hein. Et d'un coup, le mec se révèle, fracasse les trois et les tue. Et en fait, on va découvrir que finalement, c'est un agent qui est caché, parce qu'en fait, il a un méchant, très méchant aux fesses. Et malheureusement, il va passer dans la presse, donc son visage va remonter. Et le méchant va envoyer au moins un tueur à sa poursuite, qui est un tueur qui est une sorte de Terminator. Oui. Mais, tu vois, il est humain, hein, c'est pas une machine, hein, mais c'est un tueur à gages brut qui va dézinguer tout ce qui passe sur le chemin. Et il va devoir, se sortir de l'affaire parce que la police l'arrête parce qu'il a tué 3 personnes, et qu'en plus ça devient une espèce d'affaire un peu médiatisée, et il doit surtout aller récupérer sa fille pour empêcher qu'on la lui prenne. C'est le côté d'ailleurs médiatique qui grille la couverture du personnage de Scott Adkins dans ce film, quoi. Et on va pas se mentir, c'est quand même très bizarre ce prétexte, parce qu'en fait, ça marche moyen. C'est-à-dire que t'as 3 mecs qui rentrent chez toi, il les défonce, avec plein de bonnes raisons, parce qu'il essaye de les calmer, il essaye de leur expliquer qu'ils sont pas au bon endroit. Bah, tu vois, je veux dire, il essaye plein de trucs. Résultat, les mecs veulent s'en prendre à sa fille et la tuer. Il les défonce. Et d'un coup, tout le monde va dire, ouais, faut l'accuser, il doit être condamné, etc. Tu dis, bah non, en fait, la vindicte populaire dirait, il a bien fait. Oui, non, mais c'est clair. Après. Mais bon, c'est le prétexte, parce que sinon tu démarres jamais le film. Donc t'as besoin que ça démarre, et tu lances ton truc. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est un film qu'on a dit réalisé par James Nunn en 2016, et qui a une particularité, c'est un film qui est produit par le catch, quoi. C'est le catch qui a mis des sous là-dedans, quoi. Et d'ailleurs, ça se ressent puisque l'antagoniste est un catcheur, Sue Bennett. Exactement, qui était sur le ring Wade Barrett, si j'ai bien compris le parcours. Et lui-même, donc, il est anglais. Oui. Et il est commentateur. D'accord. Alors, je suis pas du tout le catch, je suis vraiment. Moi non plus, mais je lisais sa fiche en fait parce que j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait avant. Ouais. Et en fait, maintenant, lui, il est commentateur, mais c'est un ancien catcheur. Et il a la physique, tu vois. Oui, bah, on peut le dire, hein, si on fait 2 minutes sur cet acteur-là, il a un physique hyper impressionnant. Il doit faire une tête de plus que Scott, et il fait 2 largeurs d'épaule de plus que Scott. Ce qui fait des séquences de face à face qui sont plutôt efficaces, quoi. Ouais. Globalement. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que c'est pour Scott Adkins, c'est une énorme année. On peut juste éventuellement 2 minutes replacer le film dans le contexte, de sortie, hein, pas de production. Parce que j'ai le copain qui fait Atkins Opus, lui, il replace toujours ça dans le contexte de production. On va se mettre nous plutôt du point de vue du consommateur. En 2016, c'est une très très grosse année, si ce n'est peut-être pas la plus grosse année pour Scott Adkins. Je vais vous lister les films. Hein. Alors, Home Invasion, bon, ça c'est assez petit. Jared 3, il fait des petits rôles dedans. Grimsby, Criminal, Le Chasse à l'homme 2, Boyka, un seul deviendra invincible. Donc là, ce Boyka, c'est en fait c'est le 3e volume, hein, pour info, hein, parce que on a eu donc le premier Undisputed, on a eu le 2, le 3, et c'est même, enfin, alors je vais reformuler parce que les gens me disent mais non, c'est pas ça. Alors dans le cycle Boyka, c'est le 3e, mais c'est le 4e de la série. Voilà, pour ceux que ça remplace. Il fait un rôle aussi dans Doctor Strange, et il y a ce fameux Eliminator aussi, qui, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est un peu le principe de l'Express, c'est qu'on donne notre avis sur le film. Est-ce que c'est un film qui t'a plu? Moi, j'ai passé un bon moment, mais comme souvent avec Scott Adkins, globalement, c'est-à-dire que tu as un niveau médian. Après, les histoires sont plus ou moins bonnes. Globalement, généralement, quand je regarde ce genre de film, j'ai envie de poser mon cerveau.
Donc, j'essaye de pas me dire, tiens, là, c'est bizarre, pourquoi il a pas ramassé le flingue? Il pourrait mettre un gilet pare-balles, quand même. Je le fais quand même. Et donc, je m'agace moi-même. Il n'y a pas eu trop ça. Il y a un peu de ça. Il y a de ça, notamment des moments, c'est « Ah bah ça tombe bien alors », tu l'entends en fait, celui-là ou pas? C'est genre, je sors d'un ascenseur, mais à ce moment-là, je ferme la porte de mon appart pour aller à l'ascenseur. C'est fou quand même, comme le hasard, parfois, fait bien les choses. Ça permet de faire un gunfight dans un couloir. Tu vois, il y a des trucs comme ça dans le film où tu dis « Ouais, les gars, tu sens que bon, il faut que ça arrive ». Et il y a notamment, on en parlait off juste avant, de séquences d'action qui sont posées dans un film à un endroit où vraiment tu dis c'est juste que ça fait un quart d'heure qu'il n'y a pas eu de baston et que ça vaut le coup. Il y a une scène dedans. Ils te la vendent, hein, mais tu sens quand même qu'ils ont été la chercher. C'est quand il est dans le funiculaire ou les œufs, là. Ouais, le téléphérique. Et tu te dis putain, ouais, mais okay, d'accord. Ça marche, mais il y a un moment, tu te dis, tu nous l'as mis un peu au forceps. Ça passe. Il est avec des catcheurs, c'est des catcheurs dedans. Je suis persuadé que c'est des catcheurs, hein, les mecs qui font les cascadeurs. Et parce qu'au moment où les portes se ferment, le méchant n'arrive pas à l'attraper. Et il balance à la fenêtre, si vous le tuez, en gros, je vous file, je sais plus, $10,000 ou un truc comme ça. Mais il leur envoie pas un SMS? Non, il leur dit à la porte, et il dit, si vous m'arrêtez ce gars-là, c'est vrai. $10,000. Et les portes se ferment. Et en fait, t'as un mec en costard, qui est un mec de la City, quoi. T'as Scott Adkins et t'as 2 autres gars, et tu les entends parler, et c'est quand même pas mal. Et puis à un moment, limite, les gars se lèvent en disant, gars, écoute, c'est quand même $10,000. Ou c'est 10 000 livres, ou je sais plus combien c'est, mais c'est un truc, c'est important. Et les mecs se lèvent en disant, on est désolé, mais c'est quand même beaucoup d'argent, quoi. Et donc, tu sens le truc un peu forcé, mais ça fonctionne, quoi. Tu vois, plus que l'histoire du couloir, où en fait, vraiment, au moment où Scott Adkins et son collègue sortent de leur planque, t'as le tueur qui arrive dans le couloir, au bon étage, au machin. Non, tu te dis, bah, les gars, fallait qu'il y ait un gunfight de couloir. Bon, bah, il est là, vas-y, passe à la suite, tirez-vous dessus, parce qu'il faut que ça avance, quoi. Ouais. Bah, je trouve que ce qui est bien, c'est que moi j'aime l'histoire. Je suis pas quelqu'un de difficile en fait sur les histoires. Moi, comme toi, j'ai besoin d'aller sur ce genre de film-là. J'y vais, je débranche le cerveau, et du moment que ça me divertit, j'attends pas un chef-d'œuvre, bah ça fonctionne. Et c'est clairement un film très divertissant. Encore une fois, on le met dans ce concept de l'émission parce qu'il n'y a pas forcément matière à déblatérer pendant 3 plombes. Vous allez voir, on va en parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis on va pouvoir passer au suivant après. Mais ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien en fait la réal de James Gunn sur sa manière de réaliser, de cadrer les combats. C'est toujours très lisible. Et je trouve que tu as fait un très bon parallèle sur le côté Terminator du personnage de l'antagoniste, de Tsu Bennett. Mais même, on pourrait même le pousser si on repousse ça un peu à la saga des Resident Evil. C'est un peu un Némésis, quoi, qui ne lâche pas sa proie, qui le poursuit. Et on sait tout de suite, même si Scott, c'est un crack des arts martiaux, que ça va être compliqué. Parce que le mec en face, il est fort, quoi. Il encaisse. Il est fort, c'est son métier en plus. Vraiment, il est ultra costaud. Méchant, il est baraqué, il est malin. Ouais. Et il se bat super bien aussi, il a peur de rien. Quand il s'affronte, il a pas le dessus. Et d'ailleurs, il s'échappe pour ça. Et donc, tu te dis, ouais, ça va être un peu une galère. Et surtout, le mec se fait arrêter par personne. C'est-à-dire qu'il avance, c'est limite. Il agit en toute impunité. Il va à la confrontation. Même, bon, on va pas tout vendre l'histoire, mais il va à la confrontation. C'est-à-dire qu'au lieu de s'échapper et d'essayer de contourner la police, tu vois, bah, c'est Terminator, quoi. Ouais. Et puis, on sent que c'est pas personnel, en fait. Parce qu'il le répète à plusieurs reprises. Il est là pour accomplir une mission. Il est là pour faire son job. Et c'est super. Et non, franchement, c'est un film qui passe super bien. Il y a des bonnes gueules de série B. Moi, je trouve que le personnage du beau-père, on va pas en dire plus, mais qui est joué par James Cosmo, franchement, ça marche super bien, quoi. Il y a une gueule, quoi. Et qu'on a traité, en fait, dans un épisode. D'accord. Ça m'a fait marrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le Père Noël dans le monde de Narnia. Voilà. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est le Père Noël. Ok. J'étais là genre, parce que je m'attendais à voir, tu sais, des films de truands, des films de machin, des trucs. Il est dans la saga de Jack Ryan, il a joué dans Braveheart, il est dans Wonder Woman. Il est dans Braveheart, c'est vrai. Ouais. Purée, maintenant je le revois. Il est dans la série Le Nom de la Rose, il est dans His Dark Material, qui est à la croisée des mondes, tu sais. Ça, j'ai pas vu ça. Ah, ouais. Mais tu t'attends à le voir dans des westerns, tu vois, il a une gueule, tu vois, et puis il est quand même assez costaud, donc tu dis, ça se trouve, le gars plus jeune était peut-être catcheur, boxeur, peu importe. Parce qu'il a quand même un physique, il est assez baraqué quand même. C'est une physique et c'est une voix aussi, parce que clairement, il a une voix. Alors, encore une fois, on va faire un peu les puristes. Hein. Moi, c'est des films que je vous recommande de voir en VO, parce que Scott, il a
pas tout le temps les doubleurs à la hauteur de son jeu. Moi, je trouve que Scott, c'est un acteur vraiment polyvalent. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour ce qu'il fait, parce qu'il est plutôt juste pour ce qu'on lui demande de faire. C'est quelqu'un qui a une énorme palette d'humour. Bon, là, pas trop dans celui-là, mais ce qui est intéressant, c'est de le voir en VO, parce qu'il aime jouer avec les accents. Il est vraiment intéressant sur ce sujet-là. Et pour le coup, on ressent mieux les intentions de jeu, je trouve, en VO, quoi qu'il arrive. Et je crois, il est sur Amazon Prime, parce que c'est là-bas que j'ai regardé. Oui. Et il me semble qu'il est qu'en VF, si je te dis pas de bêtises, celui-là. Et non, je crois que moi je l'avais switché en VO, moi. Je l'avais revu sur Amazon Prime. D'ailleurs, les 3 qu'on a choisis sont sur Amazon Prime. Hein. Les 3 sont sur Amazon Prime, mais je sais plus, il y a un des films, alors c'est peut-être un autre que j'ai regardé récemment, parce que j'en ai regardé beaucoup là en peu de temps. Peut-être avec un autre actionneur, qui était qu'en VF. Non, mais tu peux le dire, hein, Amazon Prime a mis la main sur un catalogue de Scott Adkins quand même non négligeable, parce qu'ils ont pris énormément. Ouais. Et d'ailleurs, le très bon Avengement qui est dispo en ce moment, il y en a vraiment un paquet là. Donc, Avengement, que j'ai vu aussi là récemment, et puis il y en a d'autres en fait. Donc il y a une belle collection. Hein. Ouais, non, clairement, c'est cool parce que finalement, c'est aussi grâce à Amazon Prime qu'on peut en voir un certain nombre, quoi. Exactement. Et Eliminator, c'est un film quand même dans la carrière de Scott Adkins qui est plutôt récent et qui se pose en 2016. Voilà, je vous dis, c'est une année quand même assez chargée pour lui. Et franchement, moi je trouve que c'est le top 20 des films cool de Scott Adkins qui passent bien, même si on commence à sentir, si on peut mettre un petit bémol à ce film-là, on commence à sentir que il est là pour refaire un peu souvent la même chose, les mêmes co-signatures, etc. Donc il est un peu en pilote automatique, parce qu'on lui demande de faire ça, parce que les fans attendent ça. Et on n'en parle pas aujourd'hui, parce que je pense que ces films-là méritent qu'on en parle dans un épisode classique, mais Accident Man, que je t'ai recommandé en off, là pour le coup, ça fera plus office d'un épisode classique, puisque clairement, là, il y a des petites choses intéressantes, comme Le Collecteur de dettes aussi, qui sont des films intéressants aussi. Donc voilà, mais en tout cas, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Eliminators. Film très cool, en tout cas. Il y a un petit truc, je pense que c'est James Nunn, en fait, dans sa carrière, il est en début de carrière, je crois qu'ils ont fait Hooligan 3 ensemble avant. Il a plutôt des courts-métrages. En fait, c'est son 4e long-métrage, je crois, si je regarde bien sa carrière. Après, il fera The Marine 5 et The Marine 6. Ouais. Qui sont aussi des films, d'ailleurs, pour info, produits par la WWE, je crois. Si de toute façon, The Marine, c'est le premier film avec John Cena, je crois. Oui, c'est ça, c'est produit par ça. Donc, on est sur la WWE Exploitation, en fait, où tous les catcheurs deviennent, tu sais, des espèces de stars de cinéma dans des films un peu du genre. Pour ramener des gens devant le catch, et en même temps aussi offrir des secondes vies à une partie des stars du catch. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en fait, l'info du jour, on tourne le 24 juillet, donc je pense qu'on peut en parler, je le dis. En fait, Hulk Hogan est décédé aujourd'hui, là. Oui, clairement. On vient de l'apprendre. J'ai reçu un message tout à l'heure de mes feed news, et typiquement, c'est une des premières stars du catch, en fait, c'est lui au cinéma, en fait. Donc, c'est un des premiers, pas le premier, mais donc on est dans l'exploitation de ces célébrités qui sont devenus à un moment des héros d'action, et donc la logique, c'est de faire du cinéma, donc ça a du sens. Mais je pense, en gros, pour revenir à James Nunn, je pense qu'il a pas beaucoup de sous. Donc tu sens que les décors, tu vois, ils sont dans des lieux, machin. Donc en fait, le film pourrait mériter une meilleure facture s'ils avaient peut-être un peu plus de moyens, un peu plus de temps pour bosser. Ouais, surtout en post-prod, je pense. Exactement. Voilà. Puis même dans les mises en place de caméra, c'est propre, c'est efficace, tu vois, c'est bien fait. Une meilleure photo aussi, tu vois, ça pourrait... Tu pourrais mettre ta caméra, éviter certains gros plans larges, parce qu'en fait, t'as pas le temps de faire les plans serrés, donc tu fais un plan large. Tu sens en fait qu'il y a quand même un peu des problématiques de moyens, et que là où ils auraient pu avoir 2-3 jours de plus sur certains décors et ça aurait été mieux découpé, on fait à l'efficacité, parce qu'on sait qu'on a une journée pour tourner dans le couloir, par exemple, et donc on fait des plans larges. Et pour le coup, Scott Adkins est un spécialiste pour ça. Il sait faire les choses de manière très efficace dans très peu de temps. C'est un vrai bon petit soldat qui, on sait qu'en faisant appel à Scott Adkins, le mec va être pro sur un tournage, parce qu'il a l'expérience des tournages. Il en a fait déjà un paquet. Donc, mais c'est vrai que quand tu parlais des moyens techniques, je pense que c'est aussi peut-être un film qui aurait mérité d'être un peu mieux éclairé, tu vois, au niveau des chefs-op, mettre un peu plus de budget là-dedans, etc. Mais ça reste quand même un film globalement de bonne facture, on va se le dire, qui reste un bon divertissement avec un bon rythme, on s'ennuie pas, il n'y a pas trop de ventre mou, et avec une histoire, il y a un petit rebondissement,
Voilà, parce qu'on nous laisse une part d'ombre en fait dans le passé de Scott Adkins, qui va être expliqué avec le personnage de mais j'ai déjà oublié son nom. De James Cosmo, ouais. Ouais, de James Cosmo, ouais. Exactement. Et puis, Charles. Comment Voilà. Il joue Charles quelque chose. Ouais, il joue un parrain de la mafia, on peut le dire. Ouais. Voilà. Ok, bah super. Et ben écoute, je te propose qu'on ne perd pas de temps et on passe au deuxième film, qui est un diptyque, on va le dire, qui est le premier d'un diptyque qui sera bientôt une trilogie, a priori. J'ai pas trouvé d'infos. T'as pas trouvé d'infos ? Non, j'ai pas trouvé d'infos. J'ai regardé justement parce qu'on en avait parlé. A priori, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, j'ai envie de dire. Ça peut, en tout cas, il y a une continuité logique. Ouais, bah en tout cas, a priori, c'est vraiment prévu pour faire une trilogie, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, j'ai écouté les interviews, des podcasts à ce sujet. Comme on voit que c'est un film qui sort tous les 3 ans, on peut espérer qu'en 2027, on aura le volume 3. Voilà. Yeah. Mais bon, on va commencer déjà par le premier, si tu le veux bien. Allez. Et donc, on va vous parler donc toujours du même réalisateur, de One Shot. Et ben, bande-annonce. Ok, écoutez. On est censé rester à terre pendant 20 minutes max. Dès que les papiers sont remplis, on emmène le détenu sous notre garde. Et on le laisse à la base aérienne de Miroslaviec. Le temps est compté. C'est clair pour vous tous ? Oui, monsieur. Bien reçu, chef. Non, c'est pas normal. Avec moi. Feu ! On va en retraite ! Si on reste ici, on va se faire submerger. Dans mes bras, jeune homme. On est attaqué de toutes parts. Il nous dit où est la bombe et on transmet l'info. S'il vous plaît, je ne suis pas un terroriste. Il faut aller à l'intérieur! À couvert! Allez, monsieur Pitch, One Shot, je t'écoute. De quoi ça parle? C'est une équipe de SEALs qui est conduite par notre ami Scott Adkins qui doit aller récupérer un prisonnier dans une espèce de Guantanamo qui n'est pas Guantanamo parce que ça n'existe plus évidemment, mais c'est quand même une prison. En Roumanie? En Roumanie. En Bulgarie? Ouais, pour des raisons de décor, évidentes. Et en fait, ils veulent récupérer ce mec pour récupérer des assets d'information, notamment sur une bombe sale qui serait planquée pour attaquer Washington. Et alors qu'ils sont sur place, en fait, ils vont se faire attaquer par un gang de mercenaires qui sont payés pour venir récupérer ce mec. Ils sont nombreux, ils sont armés, et ça va partir en cahuète. Et surtout, la spécialité du film, la petite touche particulière du film, c'est que c'est un film tourné en plan séquence. Alors, mets des guillemets. Hein. Oui, ah, mais quand je dis ça, maintenant tout le monde sait, mais je veux dire, il n'y a plus un plan séquence qui est fait en plan séquence, ça n'existe plus. Mais en tout cas... ça donne cet effet-là, en tout cas. Ça donne un effet plan séquence, et les shots sont entre 3 et 11 minutes, je crois. Il y a quand même des plans séquences de 11 minutes. Vu ce qui se passe à l'image, c'est pas mal. Ça vaut pas les fils de l'homme, mais quand même. Bah, oui, non, c'est franchement, c'est vraiment un parti pris intéressant parce que ça donne l'impression d'être dans une même continuité, d'un même espace-temps, même espace géographique, et on a quasiment l'impression d'être en temps réel, ce qui donne un effet un peu de suffocation, puisque on va vite tomber dans un film de siège, puisqu'ils vont vite se retrouver encerclés. Et honnêtement, moi, ça a été une super bonne surprise. C'est pas le film le plus martial de la carrière de Scott Adkins, puisque c'est énormément de gunfight, il y a un peu de combat à la fin. Ouais. C'est un huis clos, mais on va prendre 2 minutes pour parler du casting, avec un casting quand même plutôt cool. C'est pas des grands acteurs, mais qui ont quand même des rôles assez intéressants, à commencer par Ryan Phillippe, qui est là. Qui avait, pour moi, disparu en fait de Merda. Qui était une gloire en fait des années 90, de la fin des années 90, parce qu'il il était dans Souviens-toi l'été dernier, parce qu'en fait. Sexe Intention, pardon. Ouais, mais en ce moment là, tu vois, Souviens-toi l'été dernier. Donc 97, l'original. Donc il est dedans. Jazz a détesté, hein, le nouveau. Le nouveau, je suis pas hyper étonné. Il a fait Studio 54, Sex Intentions, donc qui est le remake des Liaisons dangereuses. Version Melrose Place, quoi, tu vois, avec la clique de Buffy, la clique de Souviens-toi, la clique de Scream, tu vois. Il a joué dans un film qui s'appelle Gosford Park en 2001, et il est dans Collision en 2004,
qui a été nommé au... Et moi, je place ça là, mais j'ai pas un amour, mais j'aime bien Antitrust, Ah oui, t'as raison. Très bien. qui était pas si mal pour l'époque. Je l'ai pas revu. Hein. Anecdote, j'ai trouvé un truc, c'est qu'en fait, il est ceinture noire de taekwondo. Alors, Ah ouais ça sert pas du tout dans le film. Hein. Mais non. Je suis tombé ça sur sa fiche IMDb. Tu sais, je cliquais sur un truc et j'arrive sur les anecdotes perso de Ryan Philippe. Et première ligne, ouais, il a fait, il est ceinture noire de taekwondo. Alors, s'il est ceinture noire de taekwondo comme les Eric Roberts ceinture noire de taekwondo, Oui. Après, ça Bon. dépend où est-ce que tu fais. Il a fait en série MacGruber. Ça, c'est clin d'œil aux copains. Et il a joué dans Damages. Et il a été surtout marié pendant quasiment 8 ans. Il a 2 enfants avec Reese Witherspoon, pour les Ouais. anecdotes. qui a été le couple, à un moment donné, phare d'Hollywood, quoi. Dont on parlait beaucoup à Hollywood. Mais Ouais. en fait, c'est sympa de le retrouver. Tu vois, Oui, il y a un et côté puis- sympa, c'est surprenant. Et en même temps, Ouais, tu te puis dis, mais il fait le job, quoi. il lui donne quelque chose à jouer. C'est ça qui est Ouais. bien. Parce que Il a croqué, ouais. je m'attendais vraiment à ce qu'il ait rien à jouer et puis que ça fasse un caméo, parce que maintenant on commence malheureusement tous les deux à être habitués à ces films qui nous vendent la présence d'un acteur et qu'on voit en fait en tout et pour tout 5 minutes dans le film, alors qu'il occupe une grosse place sur la jaquette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux Alors, dire quelque chose? Vas-y. Ouais, en fait, on n'a pas tout à fait le même âge, mais presque. Oui. Moi, j'ai vécu le Team Décision au cinéma. En fait, ça fait longtemps que je fais plus gaffe, tu vois, à ce genre de conneries où en fait, je veux voir mon Steven Seagal, on me vend Steven Seagal, il va monter dans un avion et ça va être, tu sais, le passager 57, tu vois, de l'avion. C'est Bah ça oui. que j'attends, tu vois, le John Mhm. McClane de l'avion. Et en fait, non. Parce Bah non. que c'est pas lui. Il fallait qu'il aille s'occuper du train. Voilà, c'est ça. Et c'est Kurt Russell qui est tout seul dans l'avion, quoi, tu vois. Et, là, tu dis, et putain, mais ils sont tous les deux sur l'affiche, alors non à tous les deux. Et j'en ai Mais parlé c'est déjà couillu dans quand même les... pour l'époque, faut le dire. C'est couillu quand même pour l'époque. Non, mais c'est du foutage de gueule. On était dégoûtés, en fait. Et on a fait un épisode du Ciné du Commerce qui parle que de ça, qui s'appelle Les bandes annonces trompeuses. Et je te D'accord. jure, en fait, cet épisode a été construit autour d'Ultime Décision. Ah, mais il y a Parce que matière à c'est dire. vraiment injuste, en fait. Ouais, il y a matière à dire. Non, il y a matière à dire. Mais là, pour le coup, Anne-Philippe a pour le coup un rôle assez important, Ouais. avec un peu de dramaturgie. On retrouve aussi Ashley Green, qui a un plus petit rôle pour le coup, elle. Temps de présence un peu moins important à l'écran, mais qu'on a vu. Moi, je la connais essentiellement par la saga Twilight. Est-ce qu'elle a fait autre chose? Ok, d'accord. Ouais, je connais pas trop cette saga. Désolé. Non, mais j'ai vu le premier, quoi. Le premier et le deuxième, quoi. Puis après, j'ai lâché, mais elle est dedans, quoi. Donc, après, Non, qu'est-ce moi, qu'elle a fait d'autre? Je me suis arrêté sur un autre comédien qui s'appelle Terrence Maynard, tu sais, qui est l'adjoint en fait Oui. de Ryan Philippe, Oui. que je confonds avec Tony Todd. Donc, Il lui ressemble mais comme oui, deux gouttes d'eau. ça dépend Tony du Todd qu'on a moment perdu de aussi il y a leur pas vie, longtemps. tu vois, et Tony Todd aussi qui est parti. Donc Tony Todd c'est Candyman, hein, évidemment, et puis c'est le Fossoyeur de Destination Finale. Oui. Surtout pour moi, c'est l'espèce de bras droit dans The Rock, tu vois. Et je trouve qu'ils ont un physique qui pourrait fonctionner, alors que Terrence Maynard, en fait, il joue dans Edge of Tomorrow, L'Orine du Feu, Avengement, parce qu'il est dedans. J'ai vu ça dans son CV, je me suis dit, ah, tiens, ça te fait plaisir. Il joue qui Il est dans la Avengement série The Witcher, j'en sais rien. Peut-être un mec en tôle, ouais. parce qu'en fait, Peut-être un mec en la tôle. grosse séquence, il y a quand même du monde dans la prison, alors c'est peut-être un gardien, c'est peut-être... Peut-être, ouais, je me souviens pas. c'est pas le du nom, directeur en de la tout cas. prison? Non, c'est pas le directeur de la prison. Parce que j'ai vu, il y a Je crois plein de- Bon, il joue dans la série The Witcher aussi. Coronation Street, où il a fait 222 épisodes quand même. Je connais pas C'est cette une série série. anglaise en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Et une autre série qui s'appelle Dream Team, sur laquelle il a fait 62 épisodes. Donc le gars, en fait, a fait beaucoup de télévision. En fait. Et ce n'est pas Oui. Tony Todd. Voilà, c'est pas grave. Mais il est bien dans Il est bien dans le aussi. film. Ouais. Il a un rôle un peu... Et c'est marrant parce qu'en fait, comme c'est une sorte de film catastrophe, c'est pas une film catastrophe, mais t'as ce concept de... T'as un mec qui a un rôle dans un lieu, et comme il va se passer un truc qui est pas du tout prévu, le mec va craquer complètement, et finalement dévoiler une facette de sa personnalité que tu n'aurais pas vue si tout s'était passé correctement. Oui. Et je trouve qu'ils arrivent à toucher ça du doigt, et c'est assez chouette en fait. Parce que tu Et le puis- vois avant, et tu le vois après le démarrage de la situation, et tu le vois le changer de venir, ouais. facette au moment où il Ouais, commence à se complètement. sentir en danger. Et t'as une vraie écriture des personnages là-dessus. Et même les petits rôles, en fait, ont des Ils sont bien écrits, les personnages. En fait, pour un film qui va vite se transformer en un film donc de siège, mais pour aller vers un film d'extraction, parce que le but, c'est Bien sûr. d'arriver à extraire ce fameux prisonnier. Là où je trouve que pour le coup, Scott Adkins est ultra charismatique dans ce film en leader, qui se retrouve un peu embêté par ces plans qui sont controversés parce qu'il y a cette attaque.
on sent vraiment le danger, on sent vraiment que voilà, faut pas trop s'accrocher au personnage parce que voilà, ça peu tombe Game of assez Thrones, vite puisque la timeline elle est extrêmement réduite puisque ça se passe sur un court moment C'est et quoi, c'est du temps réel. 1h30 quasi. Ouais. Tu vois, le truc Et en je plus, trouve il est le film propre, étonnamment efficace. avec une grosse pêche, tu vois, et parce que on a peur des fois avec des plans séquences, parce qu'on imagine qu'un plan séquence, ils vont tourner, il faut qu'ils tournent une fois la scène et que ça se loupe pas. Donc tout est écrit, tout est pré-chorégraphié, tu vois, enfin voilà, pour que vraiment ça soit fluide. J'aurais pas forcément ce même avis-là pour le deuxième, on y reviendra tout à l'heure. Je pense que tu as dû ressentir la même chose avec moi avec le deuxième, Ouais. qui est bien, mais qui a d'autres soucis. On y reviendra tout à l'heure. Il est mieux sur certains trucs, Oui, parce que tu sens qu'ils ont déjà eu une première expérience. tout à fait. Donc, ils font pas les choses de la même manière. Mais en fait, cette richesse d'expérience pénalise peut-être le côté un peu frais et un peu naïf, peut-être, du Ah premier. oui, complètement. Mais on pourra les mettre un peu en parallèle Bien parce sûr. que Ouais. clairement, je trouve que je préfère le lieu de tournage du deuxième, je préfère la photo du deuxième, je trouve que la photo du premier est un peu fauchée, on va se le dire, c'est pas très bien éclairé, il y a voilà, il y Les a décors, c'est une zone où tu fais du... c'est gris quoi. C'est Ouais. gris quoi. Des C'est bâtiments voilà. gris, t'as l'impression que t'es dans une zone où tu fais du paintball d'habitude, quoi, tu vois. Donc, on est C'est sur un terrain de ce exactement genre-là, ça. quand même. Voilà, il s'est fauché donc forcément les impacts de balles font pas toujours très C'est du digital et c'est quand même voilà. un peu cheap en termes d'effets. C'est un peu cheap. Et je Ouais. pense qu'à l'époque, on arrivait à faire des choses quand même vachement plus sympas avec les mêmes moyens. Donc, bon, bref, on a l'impression que tout est tiré et pour peut-être, je sais pas, mieux payer les acteurs ou les artistes, j'en sais rien. Mais bref. Alors, dans les infos que j'ai trouvées, et donc ça va me permettre de parler du dernier comédien dont on voulait parler, qui s'appelle Jess Liodin, qui est français, Oui, qui est acteur et qui est aussi un ancien de la MMA. Donc, un des premiers Français à avoir fait de la MMA, si je dis pas de bêtises. oui, complètement. Ouais. Ah oui, c'est ça. Qu'on a pu voir dans plein de films, aussi bien des films d'action. Parce Et qu'il je a joué l'avais dans Back in Action, l'impression de l'avoir jamais vu, en fait. Anti-Gang et machin. Mais Ouais. il a joué chez Wim Wenders, alors des petites figures, des silhouettes parlantes, etc. Il est dans un film où il a le premier rôle, toute proportion gardée, qui s'appelle Night Fair, d'un réalisateur qui s'appelle Julien Seri, qui est l'histoire d'un chauffeur Uber, ou un chauffeur de taxi, je sais plus si c'est un Uber. Julien Seri qui a une carrière aussi très intéressante. Ouais, Hein, qui a Les Fils du Vent. je t'invite à regarder Scorpion, Ouais. qui est plutôt très sympa. Et Cornillac, c'est ça, hein. Ouais. Et le banner. Exactement. Ouais, et c'est ça. je vais boucler la boucle, ça fera l'occasion de rename dropper son nom. La doublure de Clovis Cornillac sur ce film, c'est certain. Est-ce que tu l'as ? Bah, c'est Manu Lanzi, non ? C'est Emmanuel Lanzi, exactement. Ouais, mais qui Tout à connaît fait. bien aussi Jess Liodin, en fait, ils se connaissent bien, pour le coup. Complètement. Et donc, je vous raconte ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un épisode du podcast qui s'appelle Stéroïde, où il est reçu en invité et qui nous raconte sa carrière, et il parle De de Capture One Shot. Mag. Voilà, de la saga Capture Mag. C'est un mec qui a l'air très chouette, très gentil en tout cas, il est très prolixe pour parler de son boulot, de son amour du cinéma, etc. Donc, allez écouter l'épisode, il est vraiment chouette. Et pourtant, il fait bien le méchant dans le film. Ah, mais il a vraiment la sensation d'être vraiment méchant, quoi. Et il explique, parce qu'il parle de One Shot, et il en parle, et il dit qu'en gros, il a une séquence de baston avec Scott Adkins qui va durer à peu près 3 minutes, donc en plan séquence. T'as l'impression qu'ils ont mis du temps à caler la chorégraphie, mais en fait, ils ont bossé 45 minutes avant le tournage. Donc, ils ont dû le faire, je sais pas combien de fois, parce qu'il en parle un peu. Le tournage, il lui dit 14 jours pour le film entier, avec évidemment du montage numérique et des choses comme ça. Et de l'autre côté, j'avais trouvé 20 jours, moi. Ouais. Dans la fiche. Donc, on est quand même sur un délai qui est assez court pour ce genre de film, sachant que c'est quand même un défi technique. Il se passe beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de figurants. On est quand même dans un esprit FPS, en fait. Allez. Ouais, tu vois, merci de parler de ça, vidéo, parce que je trouve que ce qui marche vraiment bien, c'est qu'en fait, le réal nous met chaque fois en immersion sur un personnage. Et donc, on est tellement proche en fait de l'action et du personnage qu'on suit qu'on voit pas ce qui se passe en périphérie. Donc en fait, il y a toujours des moments de surprise en fait sur un assaillant qui va sortir d'un coin, d'un angle, d'un truc, de derrière, etc. Et je trouve que c'est très malin. Et à mon avis, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a les coupes numériques du plan séquence, c'est qu'on bascule des fois avec un autre personnage, on va suivre un autre personnage qui passe devant le cadre, où t'as un mur, une porte, un machin, donc qui sont des techniques mais ça fait le taf. Ah bah, ça fait clairement le taf. Et c'est un film qui est, je trouve, hyper efficace, hyper ramassé. Et pour le coup,
vraiment cool, quoi. Moi, franchement, j'en attendais rien et j'ai été extrêmement bien surpris. Ouais, c'est pareil. Par ça. Tu sais, c'est le Scott Super Adkins moment, qui quoi. était sur. En fait, étonnamment, j'ai commencé par One More Shot, qui était sur Amazon Prime et j'avais pas vu One Shot. Ah mince. Donc j'ai t'as commencé grillé par le le truc, deuxième. quoi. Ouais. Et donc tu commences le film en disant mais j'ai quand même l'impression que j'ai loupé un truc. Tu Parce sais qu'en pourquoi fait- t'as commencé par le deuxième? Tu veux que je te dise pourquoi? Bah parce qu'il venait d'arriver sur Amazon Prime, peut-être, non? Alors, il y a ça, mais c'est surtout que ils ont été très très mal nommés en français. Ah. Oui, oui. En fait, tu vois pas que c'est un 2 parce que le titre Non, français. non, c'est One More Shot. Donc pour moi, One More Shot, ça peut être, tu vois, ça peut être un titre de film. Non, en français, il a pas ce nom-là. Il faudrait Sur que Amazon je Prime, il avait ce nom-là, donc en fait, je me suis dit, ok, bah, je regarde, parce qu'en fait, je sais pas, j'avais dû taper Scott Adkins et c'était le premier de la liste, parce qu'à mon avis, il venait d'arriver, en fait. Ouais. Et le one shot était pas là encore, je crois. Et donc tu commences. Oui, il est arrivé en décalé parce que il était encore sur Netflix à l'époque. C'était Netflix qui avait les droits en fait du premier, qui pour le coup s'appelait One More Shot. Mais là, tu vois, ils les ont donc le premier, donc ils les ont renommés. Mais il fut un temps, je sais pas si je vais réussir à retrouver le titre français, mais je pense que c'était en mode en sursis ou en territoire. Je sais plus quel nom ils lui ont donné. Ça fait une drôle de sensation, quoi. Tu commences ton film et là tu te dis, je crois que j'ai loupé un truc. Donc tu vas sur internet, et tu te dis, ah ouais, il y avait un autre film avant. Ok, bon. Bah, j'ai commencé, je vais le terminer. Donc j'ai vu One Shot après One More Shot. Et d'accord, c'est dommage. Et donc le côté un peu riche du deuxième, bah, plus riche en tout cas d'expérience ou peut-être de lieu de décor, hein, parce que le décor il fait pour beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tu es dans un truc immersif, tu fais pas complètement gaffe, mais il y a des moments, notamment sur la partie où il est en extérieur, où tu as des espèces de plots qui sont posés pour que tu aies une sorte de labyrinthe, machin. Tu te dis, en fait, c'est parce que tu es collé au personnage que tu te rends pas compte, mais il y a des moments où il est dans la ligne de mire de certains personnages qui va croiser juste après, et donc il est visible. Mais comme en fait tu es collé sur lui, tu vois pas le plan large. Mais en gros, si tu spatialises un peu les séquences, tu te dis, bah c'est pas possible, le gars qui va tuer dans 3 coups, en fait, il l'a vu forcément arriver et passer derrière les boîtes parce qu'en fait, vu où il est positionné, ça marche pas. Mais c'est pas grave, en fait. La première fois que tu vois le film, t'es tellement dans le truc. Alors, si t'es pas dedans, tu vas voir tous ces trucs-là, tous ces défauts, tous ces machins, tous ces trucs. Alors que quand t'es à fond dedans, mais tu ne peux que plonger dedans. C'est tellement immersif que t'es dedans, forcément. Ça s'appelait Sous le feu ennemi. Ok, d'accord. Info. Donc, il était nommé comme ça sur la plateforme Prime et en face, t'avais One Shot. Ok. Donc, je sais pas, c'était trompeur, quoi. Donc des fois, c'est les reproches qu'on va faire à Prime, c'est des fois leur nom. Tu sais, ils prennent le catalogue, ils l'affichent, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ils se prennent pas trop la tête. Il y a un moment où parfois même ça en est déprimant. Mais ça permet aussi de découvrir ça. Parce que c'était un moment où j'avais envie de voir un Atkins, je pense. Oui. Et donc je me suis dit, bah tiens, ils ont quoi sur Amazon Prime ? Parce que tu vas pas voir sur Netflix globalement ce genre de choses. Tu vas voir ça sur Amazon Prime parce que tu sais qu'eux, ils ont du catalogue sur ce fond-là, ils en ont. Et si c'est pas un Scott, bah t'auras un Michael J. White, t'auras un Steven, t'auras un Jean-Claude, bah t'auras un truc. Tu vas avoir à manger en fait sur Amazon Prime. C'est ça l'avantage de la plateforme quand même. Il y a beaucoup de Michael J. White et comme je te disais en off, il faut jeter un œil un peu à ce que peut faire Michael J. White. Moi, pareil, c'est un de mes acteurs un peu doudou. Je suis assez client de ce qu'il peut faire. Là, au moment où on parle, il y a sa nouvelle bande-annonce qui est sortie et qui, bah, pour le coup, donne très envie. Voilà, je le dis, c'est vraiment intéressant. Et on peut le dire là, donc Scott tourne un peu moins en 2021. Est-ce que Covid oblige ? Bon, je sais pas, puisqu'on était sur fin 2000. Je pense que c'est un film. C'est le moment où il a sa chaîne YouTube, il a autre chose à faire. Ouais, donc là pour le coup, on a 2 films qui sortent en 2021. On a ce fameux One Shot qui sort et on a aussi le sympathique, on va juste dire ça, sympathique Piège de métal. Je sais pas si tu as l'occasion de le voir. Il est sur Amazon Prime, je l'ai pas vu encore. Voilà, donc de Dolph Lundgren et avec Dolph Lundgren, qui est plutôt plaisant aussi, que un jour on parlera peut-être aussi dans ce format-là, parce que ça en vaut pas forcément la peine d'en parler pendant 1 heure, comme on dit, mais voilà. En tout cas, parce que, encore une fois, Scott Adkins a une carrière, il a 40, 50 films, donc tous les traités dans le podcast, c'est compliqué. Puis le résultat, en fait, on en parlait tout à l'heure, parce que je cherchais comment j'avais découvert ce comédien, et je pense que c'est Expendables 2, mais ça peut être aussi le rôle de méchant dans Triple Threat, ça peut être aussi son rôle dans Hitman 4, je le connaissais déjà, dans Hitman 4, mais qui est marquant, je trouve, parce que c'est un sacré connard, en fait, dans le film. Il a un vrai rôle de gros con, et t'as envie qu'il se fasse tataner, et ça n'arrive que très tard dans le film, et quand ça arrive, c'est jouissif, parce que c'est bien fait pour sa gueule. Et ou sinon, tu t'éclates à le voir dans John Wick 4, qui est, pour moi, pas un très grand film,
plein de raisons. Non, je suis d'accord avec toi. Parler ailleurs. C'est- C'est un Ouais, ouais. super jeu vidéo en film. Oui. Par contre, c'est pas un bon film. C'est pas un Mieux que super Ballerina film. quand même, hein, peu importe. Mais Scott Adkins, Ah. dans sa scène, il Ah, s'éclate. mais moi j'ai aimé. J'ai Ah, aimé moi, j'ai pas Ballerina. aimé. Mais je sais que tu en as parlé, donc moi, je me suis un peu ennuyé quand même, globalement. Alors, on en surtout, a ce parlé, qui mais à m'embête, l'époque c'est que- où tu m'as entendu, je l'avais pas encore vu. Je l'ai vu entre temps. C'est Jazz qui a pas trop aimé. Moi, je l'ai pas. J'ai passé un bon moment. Voilà. Moi, je suis triste parce qu'en fait, si tu mets pas John Wick dans le film, il marche pas, le film. Et c'est suis pas pas d'accord. juste, en fait. Ça devrait marcher tout seul. Et Mais pour moi, ça marche sans John Wick et pour moi, c'est plus du fan service de mettre John ah Wick. ouais, non, mais c'est. Mais moi, je ils trouve auraient- que Ana de en fait, Armas, ils auraient elle pas dû fait. ils auraient pas dû fait un craquer super pour taf. le faire venir et le rajouter. Parce que je pense que toutes les séquences sur la scène de fin, c'est le C'est rajouté. reshoot. C'est le reshoot, Ouais, ouais. complètement. C'est Et je le pense que reshoot. quasiment Ouais. toute la scène de fin est un reshoot. Et il y a beaucoup de problèmes d'écriture, en fait. Mais sans doute, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des trucs sur lesquels tu fais peut-être moins attention que moi, où je vais être plus vigilant sur ça. Et qui Je vont suis me très faire sortir tolérant du sur film, plein en de fait. choses, ouais. Et Mm. moi, pour moi, il y a des soucis d'écriture du début à la fin. Mais on va retrouver, et ça va, je raccorde avec ce qu'on est en train de se dire, et encore plus avec celui qui nous suit. Je trouve que dans et Ballerina et dans One Shot, mais surtout dans One More Shot, qu'on va évoquer juste après, et j'anticipe un peu, j'ai un problème avec ces films d'action où les mecs ont des flingues, que toutes les 4 minutes, ils vont plus avoir de balles, qu'ils ont tué je sais pas combien de gars, et qu'ils peuvent pas s'arrêter 2 secondes entre 2 séries de gunfight pour prendre un gilet pare-balles, changer de flingue, récupérer Ouais. des cartouches. Et à un moment, tu dis, alors je sais Et pourquoi... arrêter ils de tirer récupèrent dans pas- le vent pour le Mais plaisir ouais, de tirer dans le ah. vent. Je suis d'accord avec toi. Puis les mecs ont des gilets tactiques, donc en fait, tu sais pertinemment qu'ils ont des recharges sur eux. Parce qu'en fait, que tu récupères pas les cartouches sur les flingues qui sont activées, c'est normal parce qu'en fait, tu ne sais pas combien il y a de balles dedans. Oui. Donc c'est un principe sécuritaire de ne pas récupérer les munitions parce que c'est un danger, c'est un risque en fait de faire ça. Je sais plus où j'avais vu ça, bref, c'est pas moi Non, qui mais ça l'invente, paraît- hein, mais c'est complètement plausible. c'est une Ouais, bien question sûr. logique. Mais les mecs avec des gilets tactiques, ils ont tiré sur personne ou quasiment pas depuis longtemps. Donc en fait, tu récupères sur leur gilet les cartouches, tu les as, et ça t'évite que toutes les 2 scènes ou tous les 2 échanges de coups de feu, t'aies plus de flingue, quoi. Et Ana de Armas, dans Ballerina, elle passe le film à pas avoir d'armes. Et à un moment, tu dis, C'est les gars, vrai. c'est pas possible, quoi. Et puis, elle a pas de fringue anti-balle. Et tu dis, bah, je comprends pas, ils vont tous chez les mêmes tailleurs, mais en fait, John Wick, lui, il doit avoir un compte, c'est premium Black Card, tu vois, du Continental. Et Scott Ouais, c'est vrai qu'il Adkins, fait un peu, pareil, il fait tu un vois, peu super-héros dans ce film, apparaît avec ses oui, mais bras, parce que les balles. ils ont installé ça, je crois, dans John Wick 3. Oui. Et c'est là. Mais en fait, comme ça se passe en même temps, bah, théoriquement, elle aussi, elle doit pouvoir bénéficier de ce genre de vêtements au Continental. Mais t'as l'impression qu'il y en a un qui est VIP, tu vois. Lui, il a le droit à la veste en Ouais, Kevlar. alors, là, et elle a tu pas le droit. t'entendrais bien avec Jazz parce que lui, Bah, il s'est je attaché sais. à tous ces petits détails qui l'ont sorti du film. Moi, je me suis pas attaché à ça. Non, j'ai pris toi, le t'as film pour ce aimé la qu'il me scène avec proposait. les lance-flammes. Ah ouais. Voilà. Ah Et oui, t'as aimé le j'adorais. village de Hot Fuzz. Tu sais, où en fait, tout le monde est Alors armé. le village, il m'a pas fait penser à Hot Fuzz, mais le village m'a fait penser à Resident Evil 4, Ouais. où c'est ce que tu le disais dans village, en fait, l'épisode, toutes les personnes du village sont une menace. Tu fait un bout d'épisode là-dessus, je suis pas fou, non? On en a parlé dans un live, Ouais, bah c'est ça en fait. C'est pour ça mais que je c'est te dis pas, ça, moi j'en ai parce pas que parlé parce que je l'avais pas vu. Donc c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler de ça. c'est vrai, mais on s'est Ouais. on s'est pas échangé des vocaux plutôt C'est en possible. parlant de ça. C'est En fait, possible aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir écouté en podcast, parce que tu me parlais en vocal. C'est D'ailleurs, ça. c'est très certainement ça en plus. Oui, je pense que c'est ça en plus. Ouais, ça doit être ça. Mais en fait, moi, je Donc- pense à Hot Fuzz, donc je rigole en fait quand je vois ça dans le film. Ouais. Je me dis, on dirait Hot Fuzz, tu vois, et je vois la grand-mère en train de sortir la mitrailleuse de son vélo, tu vois, et il y a un moment où tu te dis, bah... Voilà, bref, on va passer à autre chose parce Ballerina. qu'en fait, on parle pas de ça. Mais en tout cas, dans One Shot, il y a Oui. moins cet effet-là, mais il est quand même un peu là. Oui, Et il est un peu là, bien en sûr. revanche, c'est carrément flagrant dans One More Shot. Ouais. Et ben écoute, tu le veux bien, on va lancer la bande-annonce de One More Shot qui se passe donc, qui est réalisé, qui sort 3 ans plus tard, mais qui se passe tout de suite après le premier One More Shot, One Shot, bande-annonce. C'est parti. La sécurisation de cette bombe est une priorité absolue. Sécurité intérieure! Pas de geste brusque! Le conteneur est vide. Aucune trace de la bombe. Il faut évacuer tout le monde. Bien reçu, mission lancée. Le compte à rebours est lancé Si cette bombe explose, tout le monde va y rester. dans une course contre l'ennemi. Tout le monde est en position. Personne n'entre ni ne sort. Le président parle dans 90 minutes. Amin Mansour. Tu sais pourquoi t'es là? De très nombreuses vies sont en jeu. Je lâcherai pas ce gars d'une semelle avant de savoir où est le DDR. Sans Mansour, pas de numéro. Sans numéro, pas de colis.
Il faut qu'on retrouve Mansour. Avancez, tous les deux. Allez. Si tu me dis où est la bombe, je vous ferai sortir d'ici vivant. Livre-nous Mansour. Descends-le. Tu vois, faut pas qu'il se tire. On n'avait aucune info, pas de soutien aérien. On pouvait compter que sur nous-mêmes. Ça n'a rien d'une attaque terroriste. Ça va beaucoup plus loin que ça. T'as perdu d'avance, mec. C'est du super lourd. Il dit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Je crois qu'on devrait attendre la cavalerie. La cavalerie viendra pas. Je dois empêcher tout ça. Tenez-vous prêts. Dépêchez-vous, sortez. Allez, sortez. Vite, sortez, vite. Alors vas-y, pitch-nous ça, pitchounette. Et nous récupérons notre Seal qui est donc, spoiler alerte, le dernier de son équipe, parce qu'en fait, tous les autres se sont fait dézinguer. Ça arrange bien les contrats, ça. Hein il est toujours avec le personnage principal qui est Mansour, qui n'a toujours pas donné toutes les informations. Il est transféré dans un aéroport. Il y a la CIA qui débarque pour le récupérer, pour récupérer les insides de ces infos, avec sa femme. Spoiler alerte, elle est enceinte. C'était une motivation d'être un méchant terroriste parce que quelqu'un avait tué son fils suite à une attaque aérienne américaine, etc. Donc, legit, en tout cas sur l'envie en fait de se venger. Mais comme sa femme va avoir un enfant, ça change un peu la donne, tu vois. Et donc ils veulent jouer avec ça. Sauf que, à nouveau, l'aéroport va être attaqué par les méchants. Et il y a sans doute une taupe, tu vois. Et évidemment, Scott Adkins, qui... On se demande qui est la taupe, hein. En fait, non, j'ai eu un doute. Je te jure. Ah non. Mais j'ai eu un doute parce que je me suis dit, ça peut être tellement écrit aux F qu'en fait, celui qui est le plus évident, c'est Tom Berenger, en fait. Parce que tu te dis que c'est lui la taupe. Parce qu'en fait, c'est le vieux briscard. Tu sais, c'est le classique du « ouais, tu crois que je vais partir à la retraite avec une montre en carton, et vraiment, moi je veux de la thune ». Et en fait, tu t'attends à ce que ce soit lui la taupe. Et spoiler alert, c'est pas lui. Mais je dirais pas qui c'est, mais c'est pas lui. Non. Et donc, on se retrouve dans le cadre d'un aéroport. Il y a des hommes qui sont là pour récupérer le gars, donc ils ont fermé l'aéroport, ils ont prétexté des trucs. Donc, il y a plein de prétextes qui sont construits pour pas qu'il y ait d'intervention extérieure. Une fuite de gaz, ils coupent les téléphones portables, ils coupent les radios, et ce qui est un prétexte de folie furieuse pour que les méchants ne puissent pas communiquer les uns avec les autres. Ce qui fait que Atkins peut défoncer tout le monde sans que ça se voit vraiment. Tranquille, ouais. Mais ils n'ont pas le choix. Mais ça permet de faire un nouveau huis clos et remettre le concept en place. Tu peux le redire, ça repart sur un principe de plan séquence. C'est un plan séquence. On garde les mêmes toujours bases. Dans un bon concept d'infiltration type jeu vidéo à la Siphon Filter ou ce genre de truc, quoi. Oui. Et en gros, tu dois faire discret, tu dois protéger ta cible, tu dois protéger la femme de ta cible, tu dois sauver les miches de tous les gens que tu peux. On est vraiment dans un jeu vidéo. Ouais. Ça assume vraiment son côté jeu vidéo, mais par contre, en voulant, je trouve... Alors, ça reste une très bonne expérience. Moi, j'ai passé un bon moment, voilà. Parce qu'on sent qu'il y a un peu plus de budget, que c'est... Il y a une... ample aussi. Il y a quoi ? Il y a un décor qui est un peu plus ample, tu sais. Oui, voilà, complètement. Il y a le terrain de jeu, voilà, il y a moyen de plus s'amuser dans le terrain de jeu, dans la géographie, en tout cas, de l'aéroport. Et on sent que voilà, il y a un peu plus de budget pour éclairer, pour voilà, en matière de gunfight et compagnie. Mais à trop vouloir bien faire en faisant trop, et ben en fait, je sais pas ce que tu en as pensé, parce que le film est plus long aussi. Il fait pratiquement 2 heures. Ouais. Et il a un gros souci de rythme. Oui. Voilà, il y a des moments où moi j'ai un peu regardé ma montre parce que il y a un gros ventre mou. Et moi, le gros reproche que je lui fais, qu'on n'avait pas le premier parce qu'il se concentrait plus sur les gunfights, ils ont voulu intégrer beaucoup plus de baston dans celui-là. Baston, un peu plus de dialogue aussi. Un peu plus de dialogue. Il y a plus de et dialogue. Moi, je vais me concentrer uniquement sur la baston. Je te laisserai reprendre le reste après. Je trouve qu'ils auraient dû accélérer les scènes parce qu'elles sont d'une mollassonnerie. C'est mou. Ça, il n'y a pas d'impact. Le sound design, il est foiré. L'impact sonne pas bien parce qu'ils veulent faire réaliste.
il y a une intention de faire réaliste. Mais du coup, en fait, c'est ça que je reproche toujours à ces films qui veulent absolument jouer la carte de réaliste, c'est que derrière, en fait, ils se rendent compte que c'est pas cinématographique en fait de faire ça, quoi. Et il faut C'est rajouter des difficile de faire un bruits, truc réaliste avec cinématographique, ça marche voilà. pas facilement. Ouais. Non, ça marche pas. Il faut amplifier les coups, on s'en fout. On est là pour entendre, on est là pour vivre, on est là pour ressentir. Et là, clairement, en fait, ça donne une copie qui est molle. Les combats manquent de jus, et on va se le dire, il y a un méchant qui est teasé tout le long, qu'on attend, ils font monter la sauce, et il y a Michael J. White dans ce film, qui est l'antagoniste, et le combat on te vend comme l'antagoniste jusqu'à ce que tu découvres en fait qui est derrière tout ça, et finalement en fait c'est un peu l'homme de main. Oui. Mais tu le vivras pas comme un homme de main, hein. Tu t'attends à ce que ce soit le boss de fin, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la destinée de Michael J. White dans ce film-là, elle est plutôt pratique, hein, parce qu'il aurait pu finir autrement. On se demande s'il va revenir dans le prochain épisode. Hein. Ce serait bien légitime. Ouais. Mais ce que je veux dire là, c'est que même le combat qu'on te tease, on te met Michael J. White en antagoniste et on te met Scott Adkins, on attend un combat. Ouais. Et on l'a eu avec Undisputed. T'attends pas un combat qui dure 20 secondes, quoi. On l'a eu avec Accident Man. Enfin, ils se sont croisés plusieurs fois dans le cinéma d'arts martiaux. Ils se sont battus plusieurs fois. Et ça a toujours des combats qui étaient très, très chouettes en mise en scène. Et celui-là, il est ultra décevant. On va se le dire. Je te donne mon avis ou pas ? Vas-y. Sur la prod. Je pense que Michael J. White, il est pas là, en fait. Il a une journée de tournage. Max. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu regardes, il disparaît plus de la moitié du film. Ah oui, complètement, il est pas là. Et en fait, à chaque fois, on dit, mais il est où, machin ? Ouais, il est à tel endroit. Ok, super, rends-lui un compte et tu reviens me voir. Et en fait, il est pas là. Très peu de temps à l'écran ensemble. Il est pas là, en fait. Je pense qu'il est pas sur le tournage, il est venu faire une panouille parce qu'en fait, il doit connaître Scott Adkins, qui a dû demander, ou en tout cas, ils sont potes. One Shot. Non, mais tu vois, il a dû voir One Shot en disant, attends, la prochaine fois, appelle-moi. Ou... Tu vois, ça sent ce truc de, oui, me fait plaisir, je demande à avoir les deux, mais que son planning, ça tient pas. Tu sens qu'il est en training peut-être parce qu'il est très habillé, comme on se disait, il est un peu bouffi. Donc soit il est en mode montée de masse ou entre deux entraînements pour des projets, et donc en fait il est pas au mieux de sa forme physiquement, je pense. Et donc on n'a pas le temps. Le mec est là sur le tarmac une demi-journée, donc il faut faire minimum, donc t'as pas le temps de faire une séquence de 4-5 minutes de baston. Et ensuite il vient poser sa voix dans 2 séquences qui sont tournées en même temps, c'est sûr. Après il s'en va. Donc en gros il est là sur 2 jours, quoi. Alors, ça peut s'expliquer parce que Michael J. White, je suis en train de regarder sa filmo. Sur 2023, il tourne dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 films, plus une série. Il est dans ces films-là. Après, quand ils sont tournés, c'est toujours compliqué de voir la production, etc. Et en tout cas, en 2023, il y a quand même 6 films qui sortent. Il est sur une série. Et sur 2024, on a une autre série dans laquelle il fait 18 épisodes. Et il a 2 films, 3 films, avec One More Shot inclus. Donc on peut, si tu vois, il est à cheval sur plein de trucs en même temps, ça peut s'entendre que sur ce film-là, j'ai découvert dans sa filmo qu'il était scénariste du film Black Dynamite. Et qu'il paraît que c'est super. La série télé. Alors je l'ai vu à l'époque. Black Dynamite, c'est assez drôle. C'est assez drôle, mais j'étais hyper surpris de découvrir qu'il était au scénar. Ah oui, il est à l'écriture et puis il prépare le deuxième apparemment là. Et en plus, il est sur la série télé. Et je me demande si c'est pas à la même époque. Donc en plus, quand t'es scénariste sur une série, est-ce que c'est... Michael J. White, gros potentiel comique. Hein. Ouais, mais est-ce que tu as le temps en fait d'aller faire plusieurs jours de tournage Non, mais bien sûr. Non, mais c'est sûr. Donc je pense qu'il y a un truc sur la prod qui est lié à ça. Et en fait, il y a aussi un autre personnage qui est joué par Aaron Toney, qui est donc lui-même cascadeur, qui est la doublure d'Anthony Mackie dans tout le MCU en fait. Il le double aussi sur Altered Carbon et machin. Il est dans Mission Impossible, il est dans Divergent, dans Hunger Games et tout ça. Et en fait, c'est lui qui va faire 2 combats avec Scott Adkins, là où tu penses qu'il aurait déjà dû avoir une première confrontation avec Michael J. White s'il avait été là tout le temps. Tu vois ? Oui. Et tu sens que limite, il a remplacé Michael J. White, notamment sur la scène, tu sais, après le train. Tu sais, le wagon de déplacement là, et qu'il le cherche dans les tunnels et machin. Et tu te dis, là, il aurait dû avoir un premier combat avec Michael J. White qui se termine pas, et qui se termine sur le tarmac après. En termes de climax, ça aurait eu du sens. Ouais. Après, ça reste un film assez généreux, on va se le dire.
qui veut en donner, qui veut faire plaisir. Moi, encore une fois, Scott Adkins, moi, je le trouve assez irréprochable dans ce film-là. Il fait le taf, il est à fond. À regarder encore une fois en VO, hein, ce diptyque, là, il faut vraiment le voir en VO. J'étais un poil déçu parce que je le trouve un peu inférieur au premier, parce que beaucoup trop long et je te dis, les combats manquent un peu de pêche. Et il très est un peu mécanique. mécanique. Ah, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et je pense que c'est lié au décor. Parce qu'en fait, pour passer d'un endroit à l'autre, t'as besoin de suivre un mec qui raconte quelque chose. Et Jess Lioda en parlait déjà sur le one-shot. Hein. Il disait qu'en fait, il avait peu de matière de dialogue. Sauf qu'en fait, quand il doit se déplacer d'un endroit à un autre, notamment à un moment, il y a une attaque, tu sais, il gueule après les mecs en disant « Ouais, vous êtes des merdes, cette mission, c'est de la chiotte. » et machin. Il dit qu'il a beaucoup improvisé parce qu'en fait, il n'avait pas de matière. Or, il a un long déplacement à faire pour que la caméra l'emmène à la suite du film. Et en fait, t'as ce genre de séquence dans One More Shot. Parce que le set est très grand. Ouais, il y en a plein. Et en fait, comme il y en a plein, et qu'en plus tu perds à un moment Scott Adkins pendant un long moment, pour une raison de climax qui ne fonctionne pas, parce qu'en fait, tu sais pertinemment qu'en fait, il va revenir. Tu vois, il n'y a aucune surprise en fait au fait qu'il revienne. Donc le fait de jouer avec ça, déjà, c'est un problème, mais ça veut dire qu'il redynamise autrement, parce qu'en fait, il n'y a plus que des méchants pour jouer, machin. Donc en termes de narration, c'est intéressant. En revanche, en termes de spectateur, bah, tu perds ton personnage principal, et puis il n'est pas là pendant, je sais pas, un quart d'heure. Ouais, facile, c'est long. Un bon moment, quoi. Et je pense que c'est ce fameux ventre mou dont tu parles, où en fait, t'as plus Scott Adkins. Et donc, bah, ton personnage principal, qui est ton accroche narrative, du premier et du deuxième film, il est plus là. Même si déjà dans le premier et dans le deuxième, hein, tu suis d'autres personnages, parce que la caméra finalement s'attache à un autre perso, ce qui te permet d'avoir toutes les informations du film. Mais il y a aussi ce truc de... Tu sens que c'est mécanique, parce qu'en fait, il y a une conversation qui a lieu à un endroit, tu suis un personnage et tu as une conversation qui commence pile quand tu arrives à un autre endroit au moment où tu as besoin d'avoir l'info. Et je pense que ce truc-là fait un peu, tu sais, fictif parce que les décors sont très grands. Ouais. Après, il y a, tu sais, on a vu la mécanique de réalisation dans le premier, donc en fait, on a aussi l'effet de surprise en moins dans celui-là. Bah, moi, je l'ai vu dans l'autre sens. Donc, pour le coup, je te garantis que j'ai eu la même chose, alors que j'ai vu le deuxième avant le premier. D'accord, bah écoute, tu vois, moi pour le coup, je les ai vus sur le premier une fois que j'ai vu le deuxième. Donc en fait, le mécanisme, je le connaissais. D'accord. Et en fait, non, c'est juste qu'il est plus péchu en fait le premier. Ouais, non, mais on serré, est d'accord. Mais je trouve tu le ressens en fait. Moi, je les ai enchaînés en fait. Je les ai enchaînés vraiment. J'ai eu la possibilité de faire le 1 et le 2 dans la foulée, dans la même journée. Donc j'ai vraiment, pour le coup, tu vois, ça me saute aux yeux, quoi, de voir que il y avait un côté un peu répétitif. Il y avait ce côté mou, comme je disais, dans la partie des combats. Mais au final, je trouve que l'histoire est un peu plus profonde que le premier, pour le coup, parce que il y a plus de rebondissements, il se passe plus de trucs. Voilà, il se passe plus de trucs, il développe plus les personnages. Au bout de ça, je me dis, j'ai envie de voir un one last shot, en fait, parce que j'ai écouté un podcast américain dans lequel les deux sont interviewés, c'est-à-dire que James Nunn et Scott Adkins, et ils expliquent que qu'ils ont le scénario pour le troisième, que ils vont au bunker ou pas ? C'est ça la suite ? Ouais, je crois que c'est ça, il me semble. Parce qu'en fait, le plan des méchants est détaillé, donc en plus on te vend quelle serait la prochaine étape potentielle. Donc c'est pas une surprise, hein, je veux dire. Non. On vous voit rien de particulier, mais il y a un plan qui doit terminer dans une sorte de lieu qui évidemment sera un lieu clos. Oui. Avec une attaque de méchants, hein, parce que comme ça au moins voilà. Mais t'as un troisième décor potentiel. Et ce qui est bien, c'est que là, il y a plus de véhicules en fait dans le deuxième aussi. C'est pour ça que t'as aussi. Tu vois, il y a une séquence dans des voitures. Il y a des gunfights entre des voitures qui essayent de s'échapper. Finalement, ils repartent en arrière. T'as beaucoup plus de décors variés. Mais il y a plus de budget, de toute façon, c'est clair. T'as une sorte de petit train, pas un petit train, mais une sorte de métro, en fait. Oui. Plus des tunnels, plus des machins. Donc, en fait, tout ça prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, il faut quand même que tu spatialises un peu ton décor quand t'arrives. Un tarmac d'avion, un avion. Donc, tu sens quand même que ils sont plus riches, et en fait, ils essayent d'être généreux, et je pense que c'est ça qui est un peu gras. En fait. Qui pâtit le rythme au final, parce que forcément, comme tu dis, comme ça se veut être entre guillemets en temps réel, forcément, t'as l'impression que ça prend plus de temps. Ça rame, quoi. Ça rame un peu plus. Il y a des moments où tu sors les rames. Ça rame un peu. Mais ça reste cool. C'est cool. C'est vraiment ça reste cool. C'est vraiment chouette, quoi. On vous a pris. Alors en fait, clairement, dans ce format express, je pense qu'on va assez peu bitcher sur des films, parce que l'idée, c'est de vous présenter des films assez cool, fun pour ce qu'ils sont. C'est pas les films de l'année non plus, on va se le dire. On n'est pas en train de vous dire attention, chef-d'œuvre de Scott Adkins. Ah non. Parce que sinon, on les aurait traités dans le format classique. Mais voilà, en tout cas, c'est cool parce que on est content de voir Michael J. White, on est content de voir Scott Adkins. Moi, j'étais content de voir Tom Berenger, même s'il me fait de la peine, j'ai l'impression qu'il traîne sa carcasse.
En même commence temps, à c'est un peu vieillir. son personnage, donc ça marche. Et c'est quand même le Ouais. substitute, quoi. Ouais. C'est-à-dire, ça fait de la peine, tu vois. Après, il a fait d'autres trucs parce qu'il est dans Platoon, Les snipers. il est dans les Indians, il est dans la saga des snipers. Mais Ouais. c'est vrai que c'est The Substitute, quoi. Ouais. Donc, voilà, quoi. Grand monsieur du cinéma, enfin de cinéma d'action en tout cas. C'est une gueule, Mais quoi. en tout Donc, cas, comme tu les as cités tout à l'heure, on va pas tous les citer, mais les seconds rôles sont plutôt justes aussi. Voilà, donc ça, c'est un ensemble qui marche quand même plutôt bien. Et encore une fois, voilà, ils sont tous dispo sur Amazon Prime. Donc, bah voilà, on vous invite à Exactement. aller jeter un œil. Puis c'est une expérience, quoi. Des films Ouais. des films. Mais ça a le mérite en tout cas de proposer quelque chose d'un peu différent. Exactement. Voilà, parce que ça révolutionne pas le cinéma parce qu'on a Non. déjà vu ce type de procédé de narration, de réalisation, etc. Mais en tout cas, voilà, ils essaient un petit peu d'amener sa touche. Et puis en tout cas, James Nunn, bah ouais, pour le coup, c'est un mec à suivre parce que c'est plutôt intéressant ce qu'il fait. Il y a des envies, en tout cas. Il y a une Ouais. envie de faire plaisir. Et déjà, ça, Ouais. dire, Et l'envie de ça l'avoir se respecte. envie, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, oui. Ok, oui. Ah, ok, oui. Eh ben, il est pas mal, ça y est. On a fait une petite heure, c'est parfait. C'était ce que je m'étais mis en tête, tu vois. Super. Petite heure, 3 films, 3 Scott Atkins. Voilà, bon, on a passé un petit moment On en a sympa, sorti c'était un, cool. on en a sorti un du chapeau en disant bon, on va pas le faire parce qu'en plus les Gemstones fonctionnaient, quoi. Oui, On avait parlé mais de alors, Take Cover, on redit, on n'a pas fait exprès. Hein. Non, on voulait parler non, de non, Take non. Cover. On voulait mettre Take Cover aussi. Mais donc, Mais on le parlera gardera pas pour plus. une prochaine Voilà. fois. Vous le referez Voilà, à l'occasion. Puis on Mais, fera là, peut-être un petit truc ensemble. Le trio Gemstones, c'était vraiment bien, ça tombait bien. Ben ouais. Ouais, non, c'est cool. Et en plus, c'est vraiment un hasard, je te dis, on va donner un peu des coulisses de préparation, on échange des vocaux, et je te dis, tu me demandes des Scott. Alors, on était parti sur un mélange avec du Steven Seagal, c'est parti un peu dans tous les sens, et après, je te dis, ouais, vas-y, on fait un truc que sur Scott, et tu me dis, laquelle tu me conseilles? Là, moi, je venais juste de revoir, je te dis, bah, Eliminators, c'était pas mal, ouais, on peut faire ça. Puis ouais, bah t'écoutes pas les one-shots, c'est cool. Et puis c'est après, on se dit, putain, mais en fait, c'est 3 James C'est les Nunn, en trois fait. réalisateurs identiques. Et en plus, ils Ok. étaient tous sur Amazon Prime. Donc en plus, j'avais donc vu les deux. Je les ai revus pour l'occasion. Ouais. Et j'avais pas vu Eliminators, donc c'est parfait. Puis comme il y a une belle sélection Atkins, moi j'étais content, ça me permettait de souffler un peu. Bah ouais. Parce que je ne regarde que des trucs pour les podcasts. Mais finalement, en fait, tu m'as fait une nouvelle sélection pour que je regarde. Mais comme c'est pour les podcasts, ça va, tu vois. C'est pas Ouais, grave. ça va, ça justifie. Mais je pense que dans le projet dans lequel tu t'embarques, parce qu'il est un peu connexe à ce qu'on peut faire, et tu vas en toucher peut-être 2 mots à la limite ici, puis on va conclure avec ça, tu vas t'embarquer sur une grosse entreprise, et tu vas parler d'un certain Panda Dodu. Ouais, alors l'épisode s'appellera Le Chant des Cigales. C'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Matt. Donc, C'est génial. Je vais partager le truc. C'est un épisode d'été. En fait, c'est Mystery qui m'a envoyé un message en disant Matt a trouvé une idée de titre. Il a appelé ça Le Chant des Cigales. Et je dis c'est bon, je change rien, on prend ça en fait. Tu vois, ça me va très bien. C'est lui aussi, c'est Matt et sa clique, là, c'est les potes de Mystery en fait, que je connais bien et que j'embrasse, hein, Olivier, Alex et Matt, qu'on a déjà eu en chroniqueur chez nous. Donc Matt avec lui, on avait fait les mousquetaires ensemble. Et les garçons, en fait, ils s'étaient réunis pour parler de Liam Neeson sur glace. Voilà. Ah oui. Donc ils avaient parlé d'Ice Road et ils avaient parlé dans Territoire des loups. Le Territoire des loups. Ouais. Donc en fait, les deux films de Liam Neeson sur glace, quoi, tu vois. Donc c'était Liam Neeson on Ice et j'avais trouvé le titre super, donc j'avais dit changeais rien. Et donc voilà, il aime bien trouver des titres comme ça un peu. Mais Le Chant des Cigales, je pense que vous avez moyen de bien vous marrer. Ouais. Bah, en fait, c'est parti d'un apéro avant d'aller voir 28 ans plus tard. Et on a commencé à se taper un délire sur Terrain miné. Me demande pas comment c'est arrivé, c'est arrivé. Et Oui, en fait, on les dents. s'est tapé des barres de rire, mais on n'avait pas bu encore. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on... Ah, tu l'avais jamais vu? Non, on n'avait pas bu. Tu sais, encore, on n'avait pas commencé l'alcool. Donc, ah mince. On n'avait pas encore bu, les verres n'étaient pas arrivés, qu'on se tapait déjà des barres de rire. Donc, et on s'est dit, bah tiens, faudrait qu'on fasse un épisode dessus. Mais comme on se dit souvent comme ça, tu sais, il y a un moment, on s'arrête en disant, ah, mais on tourne. Je dis, on le fait, et c'est pour cet été, ça sera un super épisode d'été. En plus, Le Chant des Cigales, quoi. Donc, c'est parfait. Ouais. Non, et puis tu mets le doigt dans l'engrenage, après, t'as moyen d'aller vraiment aller dans les on abysses. on va essayer de rester propre. On va commencer la carrière, parce qu'en fait, on n'a pas encore enregistré. Donc, ça se trouve, on sortira l'épisode. Ton épisode sortira quand nous, on l'aura déjà sorti. Ouais. L'idée, c'est de s'arrêter, à peu près à Terrain miné, quoi. Alors, on grattera sans doute après, un peu. Mais l'idée, c'est de faire le début de carrière, quoi. Ouais, c'est quand même faire le début de carrière, la partie vraiment sympathique à regarder avant les abysses, le dérapage, les abysses et machin. Et Steven Seagal contre les vampires, quoi.
Ouais. Je conseille Against the Dark si vous l'avez pas vu en fait. Ah putain, quelle horreur. C'est celui où il y a projette un contre mec les vampires. par-dessus une vitre et qu'il y a un montage cuté, recuté et recuté encore Ouais. pour faire une chute. Bah ouais, pourquoi pas. T'as des Et mecs il est qui quasiment montent- pas dans le film d'ailleurs. Bah, non, il est dans des couloirs, il marche. Et tu vois, tu me vends Steven Seagal contre les vampires, moi j'ai envie de voir ça, tu vois, c'est obligé. Ouais, qu'est-ce que j'ai vu là que je suis tombé sur un film. Je tombe, alors attends, je vais raconter une petite anecdote, c'est pas les vampires, mais tu vas comprendre le cheminement. On a fait Blade, et Blade, il y a des katanas, c'est du combat au katana, donc samouraï, etc. Et bref, l'algo de YouTube me propose une scène de baston au combat de sabre japonais. Ok. Je lance le truc, et puis je regarde, et puis je me dis, c'est plutôt pas mal en fait, ça se passe dans un train, il y a des sortes de ninjas qui poursuivent en fait un mec, et ils massacrent tout le monde dans le train. Lui, il essaie de faire évacuer des gens, etc. Et on sent que le mec, c'est un crack du katana. Et il commence à se battre contre des mecs, il dérouille les ninjas et compagnie. Et il arrive dans le dernier wagon où il est censé affronter les 2 ou 3 gros cadors. Et au final, dans le fond du train, caché, je vois un acteur français bien connu. Ok. Un certain Christophe Lambert. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film avec Christophe Lambert et des Japonais, quoi. Il est maudit. Et en fait, ça s'appelle The Hunter. Et ça, en français, c'est La Proie. Et je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas qui, je sais pas si c'est Jazz ou un invité qu'on a eu, me dit, il y a un film avec Christophe Lambert qui s'appelle La Proie, qui apparemment est assez particulier. Mais là, la peu de scènes que j'ai vues, ça m'a presque donné envie de le voir. Donc j'ai un peu cherché. Bon, il est pas gratos, mais il est payant, on peut l'acheter en location. Je n'ai pas spécialement envie, donc j'aimerais bien qu'on le trouve facilement ailleurs. Ouais, bref, je vais essayer par des moyens détournés. Mais je me dis, il faut que je vois ce film, quoi. Parce que des samouraïs, Christophe Lambert dans le Shinkansen, je veux voir, moi. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est sorti en 96. Lambert, quoi. Ouais. C'est sur Bullet Train. Écoute, donc, moi, je suis plutôt... mais il y a eu des trucs, il est dans Southland Tales aussi. Christophe Lambert ? Ouais. Le film avec Dwayne Johnson ? Ouais. En fait, il joue dans une espèce de caravane, tu sais, il est dans un van sur le côté, machin. Et on est d'accord que c'est le réalisateur de Donnie Darko ? Il me semble que oui. Ouais, c'est comment il s'appelle ? C'est Kelly, non ? Richard Kelly ? C'est pas ça ? Ouais. Et c'est un film qui est étonnant dans ma cinéphilie. C'est qu'en fait, je suis toujours pas capable de déterminer si j'ai aimé ou si j'ai détesté ce film. C'est l'effet que fait ce réalisateur-là. Ouais, c'est Richard Kelly, tu vois, je pas trop... C'est très bien. Mais il y a des trucs, c'est foutraque. Et on va pas commencer là-dessus parce que sinon on va repartir sur autre chose. Mais, non, on repart pour 2 heures, mais voilà. Tu me réinviteras pour qu'on parle de trucs exactement. Un peu foutraques. Moi, j'ai commencé un truc qui s'appelle The Perfect Weapon avec Steven Seagal. Et je l'ai pas encore vu vraiment dans le film, il est sur une affiche, tu sais, c'est un truc qui se passe dans le futur. Ouais, enfin moi The Perfect Weapon, je suis désolé, il y a qu'un seul Perfect Weapon. Ouais, je et sais, c'est celui avec la double officielle de Jazz. Voilà. Et t'as compris ce que je voulais dire. Et pour l'instant, il est en affiche sur un immeuble, c'est tout. Je l'ai pas vraiment vu en fait. Donc, et puis j'ai arrêté parce que j'avais des Scott Atkins à regarder, donc c'était mieux quand même. Il faut arrêter les conneries. Voilà. Ouais, non. C'est bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup de cette invitation. Oui. Improvisée, merci quoi. À toi. Tu vois. Ouais, improvisé, on fait un petit épisode cool, ça me conforte dans l'idée que le format peut être vraiment sympa. En tout cas, j'espère que vos auditeurs... super invité, c'est pour ça. Mais voilà. Non, mais il va falloir que tu aies des super invités, mais en même temps, vous avez déjà des super invités. Oui, mais on prend que la crème de la crème, nous. Voilà. Non, alors, franchement, on a eu de la chance, on va se le dire. On va rester assez humble, mais on a eu de la chance d'avoir des invités, ce que j'appelle moi des bons clients. Parce que tu vois, ce qui n'est pas évident en fait quand tu reçois des gens qui viennent parler de leur film ou qui viennent parler de leur parcours, c'est que c'est des gens, des fois, tu t'es obligé un peu d'aller tirer un peu les verres du nez pour les faire parler. Et jusqu'à présent, tu vois, on n'a pas besoin, on a mis une pièce dans la machine, et puis tous ceux qu'on a eu en fait, c'est des mecs, c'est des tchatchers, quoi. Hein. Et je dois avouer que je suis plutôt prolixe, globalement. Je m'étais tout à fait tenu la première fois que je suis venu. Peut-être moins cette fois-ci. Mais... je vais te faire une confidence, je te trouvais même assez sur la réserve. Non, mais j'étais complètement sur la réserve parce que j'étais pas chez moi. Ouais. Et que, tu vois, il y avait un côté propre. On se voyait pour la première fois. Non, mais c'est surtout, en plus, on se disait, ouais, faut faire 1 heure, tu vois, un truc comme ça. Donc je me suis dit, ouais, bon, on va pas trop déborder, je vais attendre. Tu sais, si on me relance, je vais aller plus loin. J'avais préparé 2-3 trucs et tout. Et ensuite, j'ai écouté des émissions. Genre, Aurel, la dernière fois, il est parti
tu vois. Ouais. Et tu te dis, mais attends, mais en fait, mais pourquoi j'ai pas fait ça, moi? Et donc, Bah oui. t'es là en train de te dire, non, mais c'est hyper bien ce qu'il a fait, tu vois. Donc, je lui donne. En plus, il vient de gagner, le quiz de The Quiz ce mois-ci, là. Donc, je peux lui Ah, bien joué. Voilà. Bravo Aurel. Bah voilà. Bravo Aurel, mais on l'a félicité chez nous aussi, donc bravo Aurel. Donc là, à mon avis, c'est, tu sais, l'épisode, le temps qu'il arrive, il aura gagné il y a longtemps, ou peut-être qu'il aura gagné à nouveau. Mais tu sais, tu te dis, putain, mais le gars, il a fait ça, c'est vachement bien, et pourquoi moi je fais pas ça? Et pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi je me suis retenu? Et à un moment, tu te dis, non, mais en même temps, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'étais content d'être là, j'ai parlé de films dont je peux pas parler ailleurs, donc c'est super, je suis très content d'être venu. La place est chaude en tout cas, et puis avec ce format-là, ça va permettre aussi de parler de manière un peu décontractée. L'ambiance est chill, c'est propice à la digression. De toute façon, maintenant les auditeurs le savent, on a tendance à aussi beaucoup digresser, mais voilà, on nous écoute pas si on n'aime pas les digressions, quoi. Après, non mais on a aussi des métiers, si on peut considérer que c'est nos métiers maintenant. On n'en vit pas, hein, mais c'est moi j'appelle ça hobby, hobby. Ouais, mais c'est un truc qu'on fait tellement de manière entre guillemets pro, parce qu'en fait, on essaye de faire les choses bien. Alors évidemment, pour ceux qui ont écouté, ouais, bien sûr, il peut y avoir des dérapages, mais sur le principe, en fait, on fait ça avec beaucoup de volonté de faire ça proprement et cool. On commence à bien maîtriser les univers, et notamment chez vous, parce qu'en fait, vous parlez en plus d'un style de film qui fait que tu recroises les responsables de cascade. C'est aussi pour ça que tu es venu chez nous pour parler de Brad Allan, tu vois. Donc, bien sûr. Évidemment, et puis parce que vous en avez déjà parlé, et que je me suis dit, en fait, c'est une bonne façon de te faire venir chez nous aussi, carrément, et de faire un petit bonus, voilà. Et c'était cool. Et en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que vous connaissez les réalisateurs, vous connaissez les responsables de cascade, vous connaissez les comédiens, donc à un moment, en fait, la digression, elle est nécessaire. Parce que c'est ça qui rend. Mais on est loin de tout connaître, c'est ça qui est fou. Hein. C'est ça qui est fou, parce que. Pierre, t'en reparleras plus tard, tu vois, et tu reviendras avec plus de connaissances. Tellement de choses à. Bien sûr. Entre le premier épisode d'Aiki et aujourd'hui, en fait, t'as eu une courbe d'apprentissage de folie aussi. Ah ouais, mais c'est exponentiel. On a tellement progressé tous les deux sur plein de choses. Moi, j'ai quand même beaucoup avancé sur le cinéma hongkongais. J'avais une bonne culture déjà du cinéma américain. Et puis à côté de ça, Jazz m'a ouvert la boîte de Pandore avec ses films de merde, on va se le dire. Les gens que vous avez reçus, tu vois, quand vous recevez Manu Landy, en fait, vous discutez de plein de trucs. Il y a les discussions enregistrées, il y a le off, il y a les conséquences de ça, il y a le fait que une porte s'ouvre. Mais finalement, en fait, quand vous recevez Manu Landy, vous donnez de la crédibilité au fait de pouvoir faire parler des gens de ce calibre-là. Ouais, bien sûr. Et c'était pour donner un peu de off, c'était une comment dire, c'était une émission tellement chill. J'avais l'impression de parler avec un pote, et je pense que ça s'est ressenti aussi dans l'émission, parce qu'il m'a vite mis à l'aise. Moi, je suis quelqu'un qui de nature est très vite à l'aise aussi. C'est aussi un peu mon métier. Je suis dans le commerce, donc forcément, faut que il y a ce côté aussi facilité de. Mais bon, on est quand même un peu des midinettes les premières fois. On va pas se mentir. Carrément. Ouais. On est très contents, et en même temps, eux, ils sont très contents d'être là, parce qu'en fait, ils sont contents de parler de leur boulot. Tout à fait. On leur demande pas tous les jours de parler de leur travail. En fait, je me le rends compte que oui. En fait, ils sont pas tant sollicités que ça, parce que tu vois, ça m'avait un peu presque touché pour lui. Après, je pense qu'il s'en foutait un peu, mais enfin, je sais pas s'il s'en foutait vraiment. Mais quand on a reçu Antoine Blossier, qui s'occupait de la réalisation de KO, Netflix en fait a fait le choix de mettre toute la com sur les comédiens et de ne pas mettre le réalisateur en avant. Ce qu'ils n'ont pas fait pour Balle perdue, puisque Balle perdue, c'était à la fois Guillaume Pirret et Alban Lenoir. Et c'est vrai que lui, en fait, il nous l'a dit, et on était presque un peu touchés. On était les premiers à l'interviewer. Et je peux te dire que suite à l'épisode, on a échangé ensemble. Oui. Tous les deux. Et je lui dis, écoute, j'ai quand même une question à lui poser, parce qu'en fait, il y a un truc dans le film, j'avais une question, quoi. Et je lui ai envoyé un message en disant bonjour, donc déjà bravo pour l'épisode, c'était vraiment bien et machin. J'ai une question sur le film. Et il a été adorable. Déjà, il m'a répondu. Et puis, il m'a pas répondu un peu. Il m'a répondu beaucoup, une première fois. Il a pris le temps de réfléchir. Et il m'a renvoyé un message plus tard. Et je le remercie vraiment, c'est super. Pour m'expliquer, la vision de ce qu'ils avaient. Et en plus, ce qui donne la richesse du truc, c'est que tu te rends compte que pour le point de détail qui était pour moi un truc qui pourrait être réfléchi, en fait, il avait été bossé, réfléchi, signifiant. Et il m'a donné toute l'explication qu'ils avaient, eux, au moment de la narration et de l'écriture et de la mise en scène, ce que ça signifie pour eux. Donc, il y a vraiment du taf derrière le film. Alors, il y a un process, Il y a des trucs sur lesquels j'aurais quelques réserves,
mais c'est un film qui est chouette. Bien sûr. Voilà, c'est un film qui est très Mais chouette. il le dit lui-même, hein. Il le dit sûr. lui-même que, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il accepte un peu la critique. À un moment donné, on lui a dit, moi je lui ai dit que je trouvais que l'intention de jeu de l'actrice au début du film était un Et peu en pourtant, surjeu. Alice, c'est une super comédienne. Mais bien sûr, Vraiment alors super. je l'ai vu récemment dans Un petit truc en plus, Ouais. elle m'a touché. Ouais, Je l'ai non, trouvé mais super c'est dans ce une super film-là. comédienne, et je l'ai découverte il y a longtemps. Alors, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, évidemment. Et quand je l'ai découverte en tant que comédienne, elle était sur scène. Donc je l'ai vue au théâtre, et elle cartonne. C'est-à-dire que je suis sorti de cette salle en me disant, cette comédienne, elle tue. Et en fait, elle a commencé à arriver à la télé d'abord, puis ensuite elle a fait du ciné et tout ça. Et tu te dis, mais ah ouais, ok, bah c'est super, parce qu'en fait, je l'avais trouvée géniale sur scène. Et je suis d'accord avec toi sur l'intention. Et après, quand il explique pourquoi, tu dis, ok, je comprends. Tu vois, je Ouais, comprends. parce Je qu'on lui a comprends posé la la question, velléité évidemment. Ouais. de Ouais. réalisation et le choix. Ça marche ou ça marche pas. Et moi, je l'ai mal ressenti. En tout cas, je l'ai ressenti un peu à côté. Je pense qu'elle n'était pas dans le tempo, et elle passe dans le tempo à partir du moment où elle bascule. Et pour le coup, Où elle je la retrouve, bascule tu vois. et elle se retrouve en duo avec le bon gamin, Et ce comme qu'il y on a de dit. bien, c'est qu'en fait, t'as un vrai changement du personnage. Alors, même si on n'adhère pas au début, et ce qui peut être bloquant, parce que quand même, elle est là vite, et au début, Ah oui. j'étais sur la défensive en disant, wow. En fait, c'est pas la Alice Belaïdi que je connais. Tu vois, c'est pas le personnage que j'aime me retrouver, c'est pas sa fraîcheur, c'est pas son truc. Et en fait, quand elle arrive dans la deuxième partie du film, tu dis, ah ok, ça y est, elle est là. Et donc, tu t'embarques. Mais je peux comprendre que ça te bloque. Puis il y a des gens qui aiment pas les films français, il y a des gens qui aiment pas les films d'action. On s'en fout, en fait. Voilà. Nous, on a passé un bon moment en la regardant. Moi, il y avait des moments où j'étais là genre, tu sais, j'ai pas envie de voir ça. Le mec prend un coup, tu dis, waouh, ah ouais. Ouais, c'est brutal, hein. Ah ouais, brutal, hein. c'est sec. C'est sec. Et C'est puis il y a carrément des brutal. moments, il y a des moments hard, tu vois, de violence brute, un peu show-off, mais en même temps, tu dis, ouais, voilà, ça fait très clip de rap, très machin. Et je trouve ça cool, en fait, parce que quand tu vois ça dans les films américains, tu te dis, bah, voilà, on est en train de repartir. Tu notes ça ou pas? Oui, on est en train de partir, mais On je va veux arrêter. juste rebondir sur ce que je disais, je suis d'accord avec toi, mais Pardon. je pense qu'on pardonne plus de choses aux films américains qu'on ne pardonnerait pas aux films Évidemment. français. Évidemment. Et là, clairement, KO est un film popcorn, qui, il le dit, c'est assumé dans l'écriture, dans tout ça. Enfin, en plus, il a pris beaucoup de temps à nous expliquer en fait tout le process de création de ce film-là. Il assume complètement son rôle de voilà, je suis là pour réaliser le film. J'ai rejoint le bateau en cours de route. Il y avait déjà un scénario de base. Enfin bref, vous écouterez l'épisode si vous voulez aller creuser. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il a et voilà. Et je trouve que on va conclure avec ça, c'est que on est des fois assez dur avec le cinéma français, alors qu'il a beaucoup de choses à offrir. Je vais passer du coq à l'âne, mais c'est pas grave. J'ai envie de le dropper ici. Je suis tombé sur une comédie française, une rom-com. Pourtant, je suis un pro rom-com américaine. Mais une rom-com française avec François Civil et Joséphine Japy, qui s'appelle Mon Inconnu. Ben, ce film-là, il m'a mis une claque. Je suis ressorti bouleversé. Ça m'a travaillé toute la nuit. Le matin, je me suis levé, j'étais encore mélancolique du film parce que je sais pas, il y avait dans la façon de jouer. Il m'a parlé. Ouais, je trouve que voilà. Et encore une fois, on revient à ce qu'on dit, c'est-à-dire que on nous dira le cinéma français, oui, il y a beaucoup de merde, mais comme il y a aussi beaucoup de merde aux États-Unis, dans d'autres pays, voit pas toujours, hein. Et qu'on voit pas toujours. Certes, oui, c'est vrai qu'on a une forte production en France parce qu'on est en France et on a beaucoup de films français qui nous arrivent, mais on sait aussi faire des choses, que ce soit dans l'action, dans la comédie, dans l'horreur. Il y a plein de choses intéressantes et que voilà, on sait faire aussi chez nous. Qui dit que le cinéma français c'est de la merde, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si c'est des gens qui passent leur temps à regarder Fast and Furious, tu vois, il y a un moment où tu peux aussi décaler en disant, ok, c'est juste que, un, tu veux pas faire d'efforts, et deux, de toute façon, ce que tu regardes ailleurs, bah, en fait, t'auras pas l'équivalent ici, ou en tout cas pas au niveau financier pour avoir un truc machin. Mais non. Et de toute façon, c'est sûr que les dramas dans un appartement, mais on a les compétences. Parler, quoi. Voilà. On a les c'est pas pour ça qu'on n'est pas capable. Je suis bien d'accord. Non, c'est ça. Alors, c'est marrant et on conclura par ça. Tu as dit le cinéma français c'est de la merde. Ça me fait penser à une espèce de livre un peu webzine, fanzine de Rurik Salé. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tomber dessus, ce truc-là. À l'époque, ça sortait en librairie et il faisait à chaque fois des focus sur des acteurs. Le premier, moi, je l'ai. Il me l'avait dédicacé, Rurik Salé, à l'époque, puisque je n'étais pas allé le voir. Il était dans la librairie. Une librairie sur Brest, à l'époque où j'habitais Brest, un mec adorable, Rurik Salé, qui m'avait dédicacé ce bouquin qui était à l'époque sur Belmondo, et bon, c'était plus pour se moquer en fait de la critique facile qu'on pouvait avoir sur le cinéma, et qui est un super bouquin. En tout cas, il y a eu 2, 3 ou 4 tomes, un truc comme ça. Je sais pas si ça se trouve encore. C'est la meilleure, mais il a une filmographie de ouf, en fait.
Ben ouais. Mais dans plein de genres différents. Donc aussi, il a fait du série B, tu vois. Et, je l'ai découvert sur le tard et j'ai beaucoup de films que j'aime beaucoup et que je porte très haut dans mon cœur. Clairement. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Pitch, presque parfait? Sur le Pitch, c'est presque parfait. Je pense que voilà. Tout est dit. Hein. On est un peu sur toutes les plateformes. Instagram est notre domaine de travail principal. On est un peu sur Facebook, mais bon, voilà. TikTok, c'est pas trop notre format. On n'en fait pas trop. Non, on n'y est pas. Un peu de YouTube tout court, Blue Sky. Mais honnêtement, Instagram, voilà. Ouais. C'est là où... Nous, on fait un gros focus sur Instagram aussi, ouais. C'est une plateforme qui est cool. Ouais. Non, on est quoi qu'on en dise. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a un peu digressé sur la fin, on s'en excuse, mais on était dans le mood de la discussion et on va très certainement continuer un peu en off après. Oui. Mais bref, on vous souhaite à tous une très très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous nous écoutez et on se dit donc à très bientôt dans un prochain épisode d'Aiki dans ton podcast. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir comme format qui arrive derrière, mais voilà, vous profitez de ce nouveau format. J'espère qu'il vous aura plu. Et derrière, peut-être Jazz tout seul, peut-être avec Jazz, on verra. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui viendra au fil de l'eau. Donc, on vous dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde. Ouah. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.